Bonjour les amis, bienvenue à Dress Tape, premier épisode de 2026. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Super Normal, le spectacle de David Bocage, auquel il ne reste que 7 petites dates à la tournée qui va culminer en le show ultime le 8 avril 2026 au Club Soda à Montréal pour la dernière de Super Normal. Ce sera également la captation. Soyez-y les amis, tous les billets sont au davidbocage.com. Et si vous êtes Patreon, vous avez même 25% de rabais. Il y a un code exclusif au Patreon présentement sur le Patreon et ce jusqu'au 31 janvier 11h59 p.m. Tous les billets au davidbocage.com. On se voit en salle bientôt. OK. J'espère que vous allez bien, les amis, que 2026 est très doux ou douce, dépendamment si vous... si on sait l'année, c'est féminin. Avec vous, que ça se passe bien, que vos résolutions sont déjà, évidemment, complètement à la dérive. C'est un plaisir de vous retrouver en ce moment. Oh! Le petit bras du micro qui craque. C'est un plaisir de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Dress Tape. J'ai même été enregistrer des épisodes pour vous en Europe durant le temps des fêtes. C'est un petit tease, je ne vous en dis pas plus, mais c'est pas plate! C'est pas plate! Eh bien, c'est tout. N'est pas sans rappeler ou n'est pas sans lien avec l'invité d'aujourd'hui, les amis, que je suis extrêmement fier de vous présenter. J'ai nommé le légendaire, oui, rien de moins, le légendaire Pierre Lebeau, le comédien que vous connaissez fort probablement, qui a marqué l'imaginaire collectif québécois avec plusieurs de ses rôles. Bon, on est à Dress Tape, évidemment, on parle souvent hockey. Méo dans Les Boys est un personnage incontournable du cinéma québécois. C'est chiant. Une réplique magique parmi tant d'autres. On va d'ailleurs y revenir avec Pierre sur ses répliques les plus cultes, celles dont il se fait le plus parler. Mais avant tout, c'est un homme extraordinaire. J'ai parlé de Méo, il y a plusieurs autres rôles, évidemment. Il a fait partie de Séraphin, qui a été le plus gros hit de l'histoire du cinéma québécois pendant un moment. Donc, c'est une carrière aussi au théâtre, à la télévision, au cinéma qui s'étale sur plus de 50 ans. C'est toute une carrière et j'allais dire, encore plus, c'est tout un homme que Pierre Lebeau, d'une gentillesse, d'une générosité et je dirais surtout d'une sensibilité extraordinaire. Moi, je l'ai rencontré à l'été dernier. J'ai fait quelques gigs pour les Boys parce que la marque est déclinée. Et il y a une pièce de théâtre. J'ai été faire un tapis rouge et j'ai rencontré là pour la première fois Pierre. Et c'était, ça a été, je ne veux pas dire un coup de foudre parce que je ne sais pas si c'est réciproque. Mais non, mais pour vrai, ça a été une vraiment, vraiment belle rencontre. Puis on s'est recroisés dans cette soirée-là. Puis Pierre me disait, hey, merci, j'ai vraiment aimé ça, notre petit entretien. Donc, je pense qu'il y a eu une connexion qui s'est faite là qui était fabuleuse. Et on s'est recroisés à Juste pour rire à l'été, alors que j'ai participé au Gala des Boys Hommage, qui était capté d'ailleurs pour la télé et qui se divise en 2 épisodes qui sont présentement disponibles sur tout.tv. Vous pouvez aller voir ça. Christophe Dupéré a participé à ça. C'était animé par Guy Jodoin. Plusieurs des comédiens et comédiennes qui ont participé on fait des caméos. Bref, j'en perds. Je ne peux pas toutes les nommer. Catherine Levac a participé à ça également. Bref, on était plusieurs et les Boys étaient là dans la première rangée. Et on leur rendait hommage. Et voilà. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est disponible déjà sur tout.tv. D'ailleurs, je commence avec une blague. Mon numéro sur Méo. Autre tease. Donc, vous pouvez aller voir ça, tout.tv. Je suis dans le premier épisode des 2. Hommage aux Boys. Ça s'appelle le Temps de la renommée. C'est comme ça que Juste pour rire a rebrandé leur gala hommage. Donc, voilà, je l'ai rencontré là et puis on s'est reparlé, puis il se souvenait encore de moi et tout ça. Et c'est sûr que ça faisait longtemps que j'avais Pierre Lebeau sur ma bucket list de rêve d'inviter à recevoir à Dress Tape et il a dit, comme je vous dis, il est très, pas juste accessible, mais très, très humain, Pierre, très, très sensible. Et il a dit, oui, c'est sûr, je vais venir à ton podcast, David. Tu sais. Et puis, c'est un homme de parole parce qu'il est venu chez moi le 3 décembre 2025. Voilà la date d'enregistrement, 3 décembre 2025. Il est même arrivé un petit, 40-45 minutes en avance. Mais c'est Pierre Lebeau, on le prend quand il arrive. Et ça me faisait plaisir. Donc, je me suis dit, mon Dieu, je pense que j'étais en sweatpants quand il est arrivé. Donc, j'étais en train d'installer les micros, tout ça. Donc, Pierre est rentré, je lui ai fait un café, puis on discutait. Puis, tellement intéressant, tellement de vécu que je me disais, non, j'essayais qu'on n'aille pas trop dans la discussion. Je voulais garder ça pour le podcast, que tout soit
dans l'épisode parce qu'il est tellement intéressant quand il me parle. Il m'a dit de l'humour, j'ai déjà fait de l'humour. Quoi, t'as déjà fait de l'humour? Attends, parle-moi-en pas tout de suite, je veux qu'on en parle dans le podcast. On en parle évidemment dans l'épisode. Donc, voilà, je pense que la table est mise pour cet homme extraordinaire qui fait des personnages souvent de tough ou très méchants, ou pas méchants, mais des sévères, hein, souvent des personnages très sévères ou très durs, mais qui est un homme à l'opposé de ça. Il est d'une douceur incroyable. Donc, mesdames et messieurs, je suis très fier de vous présenter aujourd'hui Monsieur Pierre Lebeau. Drette sur le tape avec David Bocage. T'es sorti de l'école à 19 ans. Ouais. Fait que t'es rentré à quel âge? 16 ans, genre. À l'école de théâtre? Oui. C'était légal à 16 ans? Ben oui. Donc, pas besoin d'avoir 18. Oui, mais tu sais, je pourrais te raconter ça sur le balado, là. C'est que ça enregistre jamais. C'est déjà commencé. Si c'est déjà commencé. Ben, j'allais dire, on faisait les tests. Fait que... Ben, j'ai passé mon audition, mais moi, je connaissais pas vraiment ça, le théâtre. Puis là, les auditions, c'était au Théâtre du Rideau Vert. Puis là, je me préparais à faire toutes mes auditions, conservatoire, l'École nationale. Puis, tu sais, j'avais 16 ans, mais j'en avais fait pas mal avant. J'avais fait avec Marc Messier. Je sais pas comment j'avais abouti là, mais il y avait eu des auditions pour un spectacle pour enfants qui s'appelait je sais pas trop comment, là, mais puis il y avait besoin de 2 comédiens, un pour jouer Monsieur Soleil, puis l'autre pour jouer La Tempête. Marc Messier jouait La Tempête. Puis moi, je jouais Monsieur Soleil, le bon Monsieur Soleil. Puis là, j'étais jeune, j'avais 14 ans. En tout cas, j'avais pas de permis de conduire. Puis je me souviens que c'est Marc qui conduisait. Et puis, Marc, lui, parce qu'il était plus vieux que moi, il avait 11,75 $ par spectacle. Puis moi, j'avais 8,25 $. Ah! Mais on jouait genre 3 fois par jour dans différentes écoles, dans des gymnases, des affaires comme ça. Puis j'en revenais pas, j'étais jeune. Puis je me disais, hey, je fais presque à 300 $ par semaine. Ah, c'est pas possible. Ça roule. Ça roule mes affaires. Mais, wow, Marc Messier, puis toi, vous êtes donc rencontrés bien avant les oui, boys. puis sais-tu quoi? Je vais te confier quelque chose. Récemment, mais en fait, c'est pas si récent, ça fait quand même 2-3 ans. On a joué ensemble dans un show de Mani Soleil-Manlou au théâtre d'aujourd'hui. Un show qui s'appelait Neuf, qui parlait des problèmes de personnes plus âgées, des problèmes que tu connais pas encore. Alors, et puis, des fois, j'étais à côté de Marc, là, puis si je me retournais trop rapidement, là, en une fraction de seconde, je le voyais comme quand il avait 19 ans ou 18 ans. Tu sais, ça te ramenait à l'époque. Ça me ramenait à cette époque-là, exactement. Vous faisiez du théâtre ensemble. Du théâtre ensemble, on a fait dans cette pièce-là. Puis après ça, je pense... je me demande, on en a-tu fait encore? Non, après ça, on s'est retrouvés sur les Boys. Donc, probablement une vingtaine d'années plus tard. C'était... Même plus que ça, ouais. Peut-être une trentaine d'années plus tard. Eh oui. Mais ça veut dire que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. 1997, le premier film. C'est ça. Moi, c'était avant l'école. Donc, je suis rentré à l'école en 71, 72. Ouf. Donc, c'était presque un show que j'avais en 69 ou 70, je me rappelle plus. Mm-hmm. Fait que c'était très touchant. D'ailleurs, c'est quelqu'un que, tu sais, j'ai beau me forcer pour y trouver des défauts. J'arrive pas à en trouver. Mais d'ailleurs, je pense que personne ne peut y en trouver. Mm-hmm. Je trouve ça très injuste qu'il n'y ait pas de défauts. Sympathique gaillard, s'il en est un qui m'a Ah oui, absolument. Qui est venu à ce podcast dans sa... Là, on est dans la 10e saison cette année. Ouais. 10e année. Il est venu, je pense, dans la première année. C'est vrai? Alors que je sortais moi-même de l'école de l'humour, puis je l'ai contacté. Écoute, je fais un podcast. Oui, mais... pas de problème, c'est où je vais venir. Puis... Ben oui, je sais. Alors, c'était fabuleux. Il nous parlait de, tu sais, lui, il lançait contre les boys, les aventures, en tout cas, bref. Ah oui. Je vais juste, approcher ton micro. OK, c'est beau. Voilà, comme ça. Pardon. Ton timbre de voix. Tu fais beaucoup de voix aussi, toi. Un bout de temps, j'en faisais plus, mais là, j'en fais moins. 24 CH, t'as fait ça? J'ai fait ça. Ça, c'était pas très heureux. Non, pourquoi? Ben, je pense que j'étais pas bien bon. En tout cas, j'ai fait juste la première saison, puis ils m'ont pas rappelé.
Ça arrive des fois dans le métier. Ben, c'est ça. Mais oui, j'ai fait beaucoup de voix des commerciaux, des documentaires, des affaires comme ça. Mais là, j'en fais moins parce que je pense qu'en vieillissant, ma voix a beaucoup baissé. Puis je pense que ce qu'ils recherchent plus, c'est des voix plus jeunes. Alors... Est-ce que pour toi, il y avait quelque chose toi, t'es connu avec la cigarette. Est-ce que ça a changé ton thème vocal, la cigarette? Non, ben pas tellement ben je dis non. J'ai l'impression que j'ai toujours eu cette voix-là. Mais ça a dû sûrement baisser la voix, là. Ça, c'est sûr. Mais en vieillissant, de toute façon, la voix te baisse. OK. En tonalité, oui. Ben, toujours. Ouais. Toujours. Tu vas voir, toi aussi, à un moment donné. Tu vas te lever un matin, tu vas parler de même. J'ai hâte. Ouais. Merci d'être là, d'abord, Pierre. C'est le fun. Ben, je suis très content d'être ici, David. Ça me touche beaucoup. On s'est rencontrés cet été. Ben oui, on s'est rencontrés à la première de la pièce Les Boys. Exact. Puis ensuite, on s'est rencontrés à l'hommage que les Boys ont eu Juste pour rire. On a été intronisés. Puis tu as fait un numéro magnifique. Puis j'étais bien impressionné par ton numéro. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Mais tu sais, je suis pas ici pour faire des compliments, en principe, mais j'avais été vraiment, vraiment impressionné par ta maîtrise. Puis par tout le métier que tu possédais. Ben merci beaucoup, ça me touche sincèrement. C'était assez particulier de vous avoir dans la première rangée. Parce que les gens... oui, ça, sais-tu quoi? ça aussi, tu parles de ça, la première rangée. Ouais. Pour en avoir fait un peu, là, des trucs d'humour, puis des numéros, puis même au théâtre, ça peut se produire. Je trouve que, tu sauras me dire si t'es pas d'accord, mais je trouve qu'en humour, un des ennemis principaux, là, c'est la paranoïa. C'est-à-dire que, tu sais, tu fais un numéro, t'es là, puis tu te fends derrière pour que ça pourrait être bon, puis là, il y a deux messieurs les bras croisés en avant qui se regardent avec un air de bœuf, là, puis qui rient pas pendant 1h30, là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, les autres ont bourré, mais on dirait qu'on fixe notre attention sur ces deux-là. Ouais. On fait de la grosse paranoïa. Ouais. Tu sais, pourquoi deux messieurs qui ont l'air de dire « tu m'auras pas ». Ah oui. Là, tu dis « ben là, je comprends pas ». C'est ça. Ouais. Ouais. Faut passer outre. Ah oui, mais c'est un drôle de métier. Je me souviens une fois, je me souviens pas dans quelle pièce, mais je me souviens que c'était au TNM, en tout cas. J'avais un monologue à faire, mais je me souviens même pas quelle pièce c'était, mais en tout cas. J'étais à l'avant-scène, puis je faisais mon monologue, puis c'était dans une pièce classique, là. Puis, tu sais, j'ai pensé ou j'ai fait ce qu'à peu près tous les gens qui sont sur scène font un jour ou l'autre dans leur vie, ou font des fois fréquemment. Puis, tu sais, je faisais mon monologue, puis dans ma tête, je me disais, ah, c'est que t'es dedans. Ah, tu l'as à soir. Non, mais tu sais, et que tu l'as donc à soir. Puis là, à un moment donné, j'entends une madame qui était dans la première rangée, tu sais, parce que la scène était un peu surélevée. Puis j'étais là, tu l'as, t'es donc dedans. J'entends une madame qui me dit, mon Dieu, il y a donc bien des plombages dans la gueule, lui. T'ouvrais la bouche, donc, visiblement. Oui, c'est ça. Ah, c'est drôle. Ça te ramène sur terre, tu sais. Ouais. J'avais un show la semaine passée à Gaspé. J'étais en Gaspésie, puis j'étais tourné à Gaspé, puis il y avait des madames dans la 2e, 3e rangée. Puis, tu sais, des fois, il y a cet aspect-là aussi de... On dirait qu'ils parlent à la télé, là, dans leur tête. Oui. Puis, il y a des blagues. Moi, mon humour va dans mon spectacle. Il y a des chansons, il y a du personnage, il y a du stand-up, il y a de l'humour noir, il y a de l'humour absurde. Ça va d'un... Mais tu sais, des fois, l'humour noir, il y a des gens qui c'est pas leur tasse de thé. Ah oui. Là, ça arrive à ça, puis t'entends... Non, ça, c'est pas drôle, ça. Non. Non, oui, ça, non. Puis là, l'enfant d'après, oui, elle tape des mains. Là, ça, elle aime ça. Mais ça va d'un... Tu dis... Je sais pas si assez que je l'entends, mais genre, tu me disais d'ailleurs, pendant l'humour, juste avant qu'on commence, que t'as déjà fait de l'humour. Oui. J'avais même co-écrit avec Sylvain Charbonneau un spectacle qui s'appelait Le sexe et l'argent. Puis je le produisais un petit peu partout en province. C'était autoproduit, même? Oui, je m'étais autoproduit. Puis ça avait un certain succès, mais je pense que j'étais pas un bon producteur. Puis j'ai dû arrêter, je pense, faute de moyens. J'étais relativement jeune. J'avais, je sais pas, 30 ans ou 28 ans, une affaire de même. C'était-tu du stand-up? Ben, c'était à moitié stand-up, à moitié personnage. OK. Fait que, on parle de quelle année, là, à peu près? Ben, on parle de... Attends une minute. 80. OK, donc on est bien avant, là, juste pour rire. Oui. Là. Parce que j'étais allé avant avec Sylvain, le gars avec qui je coécrivais. Puis j'étais bien fasciné par ça, le stand-up.
Puis j'étais allé avec lui, on était allé à San Francisco. Wow. Puis à l'époque, à San Francisco, il y avait une boîte de stand-up à peu près à tous les coins de rue, tu sais. Puis j'allais voir des shows, puis j'étais bien fasciné par ça. Mhm. Puis même, je me souviens, je faisais pas... J'ai fait quelques entrevues à l'époque, mais tu sais, c'était dur d'obtenir des entrevues quand tu sais, là, quand t'es pas trop connu. Là. Ouais. C'est très dur. Puis j'ai fait quelques entrevues, puis je parlais de stand-up, mais je me souviens qu'à l'époque, il n'y a pas grand monde qui savait c'était quoi. Ouais. Tu sais, Au Québec, c'était beaucoup le monologue. ouais, c'est ça, mais du stand-up, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient exactement c'était de quoi il était question. Puis que c'est un succès qui a eu un spectacle qui a eu un succès assez mitigé, je dirais, puis qui s'appelait Le sexe et l'argent, les deux grandes valeurs de notre vie. Est-ce que ça fonctionnait bien? Ben oui, certains soirs, ça fonctionnait bien, mais je pense que j'étais pas égal. Mm-hmm. Certains soirs, j'étais bien bon. Dieu sait pour quelle raison. Puis certains soirs, moins. Alors, il aurait fallu que je persiste, mais j'ai pas continué. Puis on m'a offert du théâtre, puis des affaires comme ça. Puis j'ai continué. Puis peu après ça, j'ai arrêté le théâtre, puis j'ai arrêté toutes ces affaires-là parce que c'était une époque très effervescente pour le nationalisme. Puis moi, j'étais tanné de jouer dans des pièces où il y avait des ceintures fléchées, puis qu'on était en mocassin, puis il fallait giguer, là, tu sais, pour prouver qu'on était un bon Québécois. Là. Ouais. J'étais un peu tanné de ça. Fait que là, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé, j'ai été writer au magazine Crow, que tu Ben dois... oui. Je travaillais là. Mm-hmm. Puis j'étais là 5 ou 6 ans. Puis j'étais bien heureux parce que j'étais très impressionné aussi par les réunions de production. Je trouvais qu'il y avait du monde tellement brillant, puis tellement vite, puis vif d'esprit, que c'était un univers qui m'a beaucoup fasciné. Mon patron, c'était Pierre Huet. J'allais dire, Pierre Huet était là. Ouais, qui a écrit des paroles pour Beau Dommage. Oui, puis pour Jerry Boulet. Exact. Puis c'était un gars formidable. C'était un gars avec un talent immense. Puis c'était mon patron. Alors... Parce que tu as écrit de l'humour sur scène, tu as fait ça. Tu disais aussi que tu as aussi fait les lundis des AA. Ah oui, j'ai aussi fait ça, ouais. En stand-up, en personnage? Non, c'était un personnage. C'était quoi ton personnage? J'en avais deux. C'était c'était un publicitaire. Puis l'autre, c'était à partir d'un fait divers qui s'était déroulé dans un poste de police à Mascouche, je pense. Les policiers s'étaient fait prendre avec des danseuses dans un bar. Puis j'avais fait un numéro à partir de ça. Ça marchait assez bien. Tu faisais le policier? Oui. Oui. Il doit y avoir Est-ce qu'il y a des vidéos de ça qui existent à quelque part? Ça doit, mais je pense que ça avait été tourné, mais ça n'a pas été bien accueilli parce que à cause de la nature du numéro, je pense qu'il y a des gens qui trouvaient ça vulgaire ou trop, too much. Mm-hmm. Mais je sais que ça marchait. En spectacle, ça marchait bien. C'est quoi, tu trouves la différence entre tu as peut-être un peu touché aux deux, entre faire de l'humour et faire... mettons, entre un humoriste et un comédien. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux comme différence? Je trouve que c'est peut-être plus difficile, pour moi en tout cas. Ça dépend toujours des individus, là. Mais je pense que c'est plus difficile d'être humoriste. Puis pour toutes sortes de raisons, parce que t'as pas de... Si t'es seul sur scène, il y a un phénomène d'émulation qui est pas là. C'est-à-dire qu'au théâtre, là, mettons, t'arrives, puis ça va pas bien dans ta vie, peu importe là, ce qui s'est passé. Des gens malades autour de toi, tu t'es chicané avec ta blonde ou je sais pas quoi. Mais si t'arrives au théâtre, même si t'es pas trop en forme, la pièce commence, puis tu vois qu'il y a du monde bien en forme autour, puis qui te communique cette énergie-là. Tandis que quand t'es seul sur scène, il y a personne pour te communiquer ça. Puis en tout cas, dans mon cas, c'était très difficile de faire abstraction de ce que je vivais. C'est-à-dire, puis d'être dans le bon état. Si j'étais bien de bonne humeur, ça allait. Mais tu sais, si j'avais des contrariétés ou des trucs comme ça m'affectait beaucoup. Puis j'arrivais pas à me sortir de ça. Ce qui aurait été possible si j'avais été avec un partenaire, par exemple, qui lui est bien en forme ce soir-là. Ouais. Donc, la dissociation entre la coupure entre la vraie personne et
le jeu en humour. Ouais, comme c'est ça. Surtout quand t'es seul. Mais pour moi, donc, ça a été plus facile de jouer au théâtre. Mhm. Puis au cinéma aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Peut-être que j'ai pas cette nature-là. Il faut être assez solitaire pour faire de l'humour. T'es tout seul chez vous à écrire des gags. Ouais. Tu pars en tournée, t'es tout seul. C'est sûr, t'as une équipe technique, là, mais il reste que quand t'arrives devant le public, t'es seul. T'sais. C'est différent, c'est une énergie différente, c'est ça. Ah oui, très, très différente. Fait qu'on parlait du show d'intronisation au Temple de la Renommée de Juste pour rire, où on s'est vu ça la dernière fois. Oui, exactement. Donc, vous étiez dans la première rangée, il y avait la panoplie des boys. T'étais d'ailleurs, sur un de tes flancs, il y avait Patrick. Oui, oui. C'est-tu Labbé, c'est ça? Patrick Labbé? Patrick Labbé, ouais. Patrick Labbé, puis je m'en souviens parce que je faisais une blague, tu disais tantôt, t'es étonné, t'es encore vu, je faisais une blague en disant, si on vous avait dit 20 ans plus tard que Méo serait encore en vie, puis là, je le revois en train de te pousser pendant qu'il rit, tu sais. Oui, c'est vrai, oui. Il y avait Rémi Gérard, Marc Messier était là. Celui Roch Lafortune qui joue Julien. Oui, exactement. Il y avait évidemment Richard Goudreau, l'idéateur. Oui, toute la gang était là. Louis Saya, réalisateur, auteur. Je pense que j'ai été bien chanceux, mais tu sais que au début, je venais de tourner un film qui s'appelle toujours Matroni et moi, qui d'ailleurs est un très, très bon film. Mais qui était d'ailleurs une pièce de théâtre avant d'être. Oui, exactement. Dans laquelle tu as aussi joué. Oui, c'est ça. Ça, c'était avec Alexis Martin. Avec Alexis Martin, Robert Gravel au début. Ça, c'est milieu des années 90. Oui, Guylaine Tremblay. Puis on n'avait pas beaucoup répété pour ça, mais tout de suite, ça avait eu un gros succès au théâtre. Puis après ça, on avait fait une tournée du Québec. Puis on avait fait même la Place des Arts avec un décor de 80$. Ça, puis je me souviens, les techniciens regardaient le décor et disaient... Ça, c'est du stock de répétition, ça, je pense. T'es pas habitué. On disait, non, c'est notre décor. Parce que le principe du groupe qu'on avait formé, c'est qu'il fallait que ça coûte le moins cher possible. Fait que, c'était ça. Puis ça avait beaucoup obtenu un gros succès. Puis au cinéma aussi, ça avait bien marché. Cinéma, ça se peut-tu que c'est arrivé plus tard, comme 1999? Oui, c'est arrivé. Non, je pense que j'ai tourné ça avant les Boys. Puis là, c'est pour ça que j'ai hésité à faire les Boys, parce que je venais de tourner Matroni et moi, puis je jouais comme un méchant de comédie. Tu sais, on en a déjà parlé, je pense, dans une entrevue ensemble. Mm-hmm. Mais tu sais, ce que j'appelle, moi, des méchants de comédie, c'est une chose très différente de jouer un vrai méchant dans un drame ou une affaire de même. Ouais. Mais tu sais, un méchant de comédie, il faut qu'il soit suffisamment méchant pour être crédible, mais suffisamment drôle pour s'inscrire dans une comédie aussi. Et être un peu attachant d'une certaine manière. Exactement. Fait que t'es comme sur une ligne assez fine, tu sais, quand tu joues un méchant dans une comédie. Mm-hmm. Puis il faut évidemment que tu sois attachant, parce que si tu veux revenir, ils vont te clairer si tu ne l'es pas. Ouais. C'est que j'avais dit non, parce que je disais, non, je viens de faire un film où je joue un méchant, là, puis Louis, c'est quelqu'un de très, très tenace, puis il m'a rappelé 2-3 fois. Finalement, j'ai dit oui, puis j'ai jamais regretté, évidemment. Une chance que tu as accepté. Ouais, j'ai jamais regretté, mais j'ai... Parce que je serais pas étonné que le film de Matroni et moi est sorti après le film des Boys. Ça se peut, mais je l'ai fait avant. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens parce qu'on avait tourné presque une trentaine de jours de nuit. On tournait toute la nuit. Puis en plein été, c'était au mois d'août, il faisait super chaud. Puis je me souviens de ça, mais c'était avant les Boys, puisque j'avais considéré le fait que j'avais fait ça. Ouais. Puis que je voulais pas nécessairement le refaire. Parce qu'il faut se rappeler aussi, les gens maintenant, ils te connaissent parce que tu as participé à beaucoup de succès, que ce soit télévisuel ou cinématographique. Mais à l'époque, tu étais un gars de théâtre. Oui. Tu n'étais pas connu du grand public à ce moment-là. Non, non, parce que... Pas de cette manière-là. Non, pas de cette manière-là. Puis j'avais fait surtout du théâtre. Oui, beaucoup de théâtre. J'arrive même plus à compter le nombre de pièces dans lesquelles j'ai joué. C'est là que tu as appris ton métier. Oui, c'est beaucoup là que j'ai appris mon métier. Puis, mais c'est drôle que tu dises ça, c'est là que j'ai appris mon métier, parce que assez récemment, ça fait plusieurs années que je me dis que je regarde les choses que j'ai faites il y a quelques années, puis que je me dise, au fond, je savais pas trop jouer, tu sais, là maintenant. Non, mais... je comprends. Mais là, maintenant, si je refaisais ça, je referais ça un peu différemment. Je serais meilleur dans des rôles que j'ai faits il y a 20 ans
Parce que... Comme à quoi tu penses, par je exemple? pense à des rôles que j'ai joués au théâtre. Je me disais, si j'avais à les refaire. Puis c'est une période aussi où je travaillais terriblement. Je jouais au théâtre le soir. Ça m'arrivait des fois de tourner de nuit. Je tournais toute la journée. J'avais un minibus qui venait me reconduire au TNM. Là, je faisais la pièce. Il venait me rechercher. Je dormais sur le siège en arrière. J'allais tourner. Ça a duré des années, tu sais. Puis je me dis deux choses. D'abord, je pense que j'appréciais pas à leur juste mesure tous ces projets-là. Et puis l'autre chose aussi, c'est peut-être que quand je fais une analyse de tout ça, je me dis peut-être que je consacrais pas assez de temps à chacun de ces projets-là. Tu sais, je me fiais beaucoup à mon instinct. Je me disais c'est correct, là. C'est un gars, il est déprimé, je vais le faire comme ça, tu sais, ça va aller. Puis, tu mettrais plus de temps, peut-être. oui, peut-être que je mettrais plus de temps, oui, c'est ça. Ce dont je disposais pas, finalement. Ouais. La beauté, je pense, d'un artiste, contrairement à un sportif, c'est qu'en vieillissant, il s'améliore. Un sportif, en vieillissant, son corps... Oui, c'est ça, exactement. Il y a une retraite, mais j'ai l'impression qu'un artiste se bonifie en vieillissant. Exactement. Et l'inverse. Ouais. Tu parlais d'un méchant de comédie, on en avait parlé ça à la première. Oui, exactement, on en avait parlé ensemble. Je trouve que c'est une notion intéressante parce que Méo, on rappelle que dans le premier film, comment dire en anglais? Les Boys 1. Oui, le Boys 1, je dis le plot en anglais, mais l'histoire, en fait, le conflit, c'est que c'est avec Rémi Girard. Avec Rémi Girard, puis il me doit de l'argent, puis que je veux y casser des jambes. Et que s'il n'arrive pas à te payer, tu prends sa brasserie. Oui, puis que je casse les jambes en plus. Exactement. Et vous êtes théoriquement des amis en plus dans l'histoire. Oui, c'est ça, mais tu sais, dans ces milieux-là, souvent, il n'y a pas d'amis. Exact. Puis, moi, une des répliques que je trouve les plus drôles, c'était venu pendant le tournage. J'avais comme un gars qui me suivait, qui était Louis Champagne. Oui. Qui jouait là, dans la pièce, il jouait Méo. Oui. Mais à l'époque, il jouait mon homme de main. Il y a un nom drôle en plus. C'est son nom? Je me souviens pas de son nom, mais... C'est pas grave, moi. Doggy? Ouais, Doggy. Je pense que c'est Doggy, ouais. Ouais. Puis là, à un moment donné, je présente le bat de baseball à Rémi. Puis il me regarde et dit « Je suis dans la merde, moi, là? » Et moi, je lui réponds « Qu'est-ce que t'en penses? » Ça, c'était pas dans le texte? Non. Mais ils l'ont gardé. On l'a fait sur une prise, puis ils l'ont gardé. La magie de l'instant. Ah oui, d'ailleurs, il y a beaucoup, évidemment, c'était très scripté, mais beaucoup de bons gags qui sont restés. Des choses qui n'étaient pas inscrites dans le texte, puis qui sont restées. Est-ce que c'est ceux qui te viennent en tête que tu te souviens qui ont été improvisés? En ce qui me concerne, là, je dirais que le personnage de Méo, tu sais, dans le texte original, c'est marqué tati tata tata, ça c'est chien, point. Tu sais, mais tu sais, toute la rythmique de ça c'est chien, Stan, c'est très chien. Ouais. Alors, toute cette rythmique-là, c'était pas précisé dans le texte, là. J'avais juste les deux mots, c'est chien, puis débrouille-toi avec ça. Toi, t'en as fait la réplique. Ouais, c'est ça. Puis d'autres affaires, tellement d'autres affaires. Des trucs improvisés, puis des trucs, des fois, c'était très difficile de tourner parce que c'était dur il y a eu deux réalisateurs, il y a eu M. Miyalka, puis Louis Saya. Et puis, je me souviens de M. Miyalka qui disait, mais, tu sais, on faisait un master, on était 8 master, tu sais. Puis là, il disait, messieurs, s'il vous plaît, je veux juste un master. Est-ce que c'est trop demandé? J'en veux juste un, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par master? Un master, le plan général. Ah oui, voilà. Le plan général. Le plan large de tout le monde. Oui, c'est ça, oui. Puis là, parce que c'était, tu sais, à 8, là, les blagues, puis le déconnage, ça fusait de partout. Hein. Difficile de pas décrocher. Oui, puis là, lui, il voulait un plan général qui a un peu d'allure. Là. Ouais. Pas facile. Il était là, messieurs, s'il vous plaît. La réplique, c'est chien, tu t'en parlais. Est-ce que c'est la réplique dont tu te fais le plus parler des boys? Celle qui est le plus marquée, tu penses? Je dirais que oui. Mais c'est vrai pour ce rôle-là, mais c'est vrai pour d'autres rôles, ce que je veux te dire. Mais
Une affaire qui m'agace beaucoup, c'est, mettons, je suis à l'épicerie, puis là, il y a quelqu'un qui me donne une grosse claque dans le dos, puis « Hey, mais où? Mais où? » Puis là, tu sais, avec les années, en même temps, c'est très flatteur parce que ça démontre que c'est un succès, mais tu sais, je prends toujours soin de préciser. Je dis, ben, c'est très gentil, monsieur, mais mon prénom, c'est Pierre. Tu sais, je m'appelle pas Méo, moi. Tu sais, je fais mon épicerie ici, là. Je suis pas. Le personnage. Ben, c'est ça, ouais. Je suis pas le personnage. Qu'est-ce que tu fais ici, Méo? Et les gens, est-ce que des fois, ils te demandent de faire la réplique? C'est arrivé, ces gens? Oui, ça arrive souvent. C'est arrivé très souvent, mais je le fais pas. Non, c'est ça. Je le fais jamais parce que je trouve que hors contexte, c'est un peu. C'est un peu bizarre. Ça fait un peu aussi animal de foire. Là. Ben, c'est ça, exactement. La réplique. C'est ça, c'est comme... j'aime beaucoup, moi aussi, la réplique. Ben, la scène qui a marqué aussi, c'est dans le 2, quand c'est toi qui révèles que Julien a vendu oui. Boys. Tout ça pour un petit sac de poudre. Moi, ça, j'adore ça. Mais c'est que, ben, tu sais, comment c'est fait, c'est quasiment une scène de tragédie. Oui. Tu sais, on y enlève son écusson. Tu sais, puis se dit... Tout ça pour un petit sac de poudre! J'en ai un frisson juste de l'entendre. Ah oui. Parce qu'il y a une tonalité, il y a une musique dans Méo, tu sais, puis une texture à la voix de Méo. Un petit sac de poudre! 1000 piastres! Il est comme, il était pas supposé. Il était supposé juste prendre la vanne. Il était pas supposé prendre notre équipement. Oui. Puis là, c'est comme la trahison des boys. Oui. Dans mon livre à moi. Ben oui. C'est magique. On prend une petite pause de ce merveilleux échange avec Pierre pour vous parler d'un partenaire très important ici à Dreadful Tape, un partenaire officiel, et j'ai nommé Destination Hockey. Je dirais même un partenaire exceptionnel. C'est un partenaire exceptionnel. Destination Hockey, une compagnie québécoise qui vous aide à organiser des voyages de hockey sur mesure pour vous. Oui, des voyages comme les loufoques en ont fait, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, qui est présentement disponible sur Nouveau. Je vous en parle parce qu'ils font des voyages sur mesure pour vous, que vous vouliez aller en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ils ont une variété de tournois extraordinaire, exceptionnel, qui saura répondre à vos attentes. Et ils font même le voyage sur mesure, hein, pas juste le tournoi, mais l'aspect culture, l'aspect expérience. Ils s'occupent d'absolument tout. Ils ont même un guide avec vous sur place pour tout gérer, pour que vous n'ayez qu'à avoir du fun avec vos amis. Donc, allez regarder ça sur destination avec un S, hockey.ca. Destination avec un S pluriel, hockey.ca pour commencer à organiser votre voyage de rêve. Allez, on retourne à l'épisode. On parlait de justement la première, parlant du Méo, une affaire que tu m'as dit que je veux que tu racontes parce que je trouve ça fabuleux. Que tu me racontes la première journée, non seulement la première journée de tournage, la première scène. La première scène de ma première journée de tournage, c'est la scène dans Les Boys 1 où Rémi et moi, on joue aux cartes, puis que je le menace de lui casser les jambes puis de prendre sa brasserie s'il ne me paye pas. Mais à la suite de cette scène-là, la suite de cette scène-là, dans le film, c'était une scène où je sortais de cette partie de cartes-là. Mais on a d'abord tourné cette scène-là en premier, la scène où je sortais. Puis, je dois dire honnêtement, là, je m'en venais en auto. Je me souviens, j'avais ramassé au passage Louis Champagne, puis j'étais dans l'auto, puis je m'en allais tourner ça. Je disais à Louis Champagne, je sais pas en tout quoi faire avec ça. J'ai aucune idée. Je dis, honnêtement, Louis, je sais pas. Fait que, tu vas trouver. Puis effectivement, parce que quand on a tourné cette scène-là, qui était donc la deuxième dans le film, mais la première de tournage, j'ai, je sais pas, le hasard, la vie était bonne pour moi parce que j'ai toussé, j'ai fait... Puis là, c'est parce qu'il venait de crier action, puis après action, j'ai fait ça. Puis là, j'ai dit, ça va être sur le personnage. J'ai fait... Ce qui est arrivé, c'est qu'il est en train de dire 5, 4, 3, 2, 1. Oui, puis au moment où il a dit action. Oui, action! Puis je me suis étouffé. Qui est la signature de Méo. Ouais, c'est ça. Puis je me suis étouffé là. Puis instantanément, je me suis dit, all right, c'est ça, je l'ai trouvé. C'est ça. T'es vraiment étouffé par hasard? Par hasard. D'ailleurs, ma carrière, il y a beaucoup de hasard là-dedans. Parce que je me souviens, quand j'avais 12 ou 13 ans, j'allais à une école polyvalente. Et puis, le professeur d'anglais nous avait dit, je vais monter une pièce dans les mois qui viennent.
Ceux qui sont intéressés à jouer dans la pièce, vous pouvez rester. Moi, je n'avais pas pensé, puis je ne pensais pas du tout accepter. Mais j'avais un vieux sac d'école dont les coutures étaient un peu défaites. Puis là, je prends mon sac pour sortir du cours. Mais là, le sac, c'est tout ouvert. Les coutures ont lâché. Puis tous mes livres, mes crayons étaient par terre. Puis là, j'étais à quatre pattes, je ramassais mes feuilles, mes cahiers, mes crayons. Puis là, le professeur d'anglais, il dit « Ah, t'es intéressé, toi! » Parce que j'étais le seul qui était resté, puis je ramassais mes crayons à terre. Puis là, j'étais trop gêné pour dire non. J'ai dit « oui. Oui, oui. » Mais vraiment, je me disais « Non, je peux pas lui dire non, il va être tellement déçu, je suis le seul. » Et le reste est de l'histoire ancienne. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais jamais pensé faire ça. J'étais pas un enfant qui disait « Ah, plus tard, je vais être comédien. » Si je suis comédien, c'est parce que j'ai échappé mes feuilles et puis mes crayons par terre. Si c'est Méo, c'est parce que t'es étouffé quand ils ont dit Oui, action. exactement. Donc, beaucoup de hasard dans tout ça. Mais je trouve qu'on sous-estime beaucoup l'effet du hasard dans la vie. Ouais, dans la création, dans la vie en général. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, dans les performances, on peut les analyser beaucoup. Tu sais, comme par exemple, certains commentateurs sportifs analysent, tu sais, dans les moindres détails, le nombre de mises en échec, puis le nombre de revirements, puis le nombre de buts comptés à tel intervalle. Puis, tu sais, c'est devenu quasiment une maîtrise en mathématiques, là. Ouais. Et puis, mais il y a toujours un facteur qu'il faut jamais oublier, c'est l'état de grâce. Mm-hmm. C'est-à-dire que je pense que les grandes performances puis les grands moments de nos carrières, c'est toujours lié à un état de grâce. C'est-à-dire que on peut répéter comme des malades pendant 9 semaines, puis être bien bon en répète, puis bien bon en rodage, puis là, le soir de la première de presse, là, t'as un rhume, puis tu fais 102 de fièvre. Tu sais, j'ai pas toujours confiance aux circonstances. Ouais. Puis, mais par contre, il y a une affaire sur laquelle on peut toujours se fier, c'est même très insécure, on peut se dire, peut-être que l'état de grâce va me frapper ce soir. Tu sais. Mm-hmm. Ça se peut, il y a des soirs, on est comme en état de grâce. On est... Flotte. oui, tu flottes par terre, puis t'es comme dans une autre dimension. Mm-hmm. Puis ça t'oblige quasiment à prendre des notes pendant que t'es dans cet état-là, parce que souvent, je trouve que les metteurs en scène, ils nous disent ce qui va pas. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était plus favorable de bien noter ce qui va que plutôt ce qui va pas. Parce que ce qui va, il faut que tu l'enregistres presque instantanément. Ah, ça a marché parce que j'ai inspiré, j'ai tourné ma tête un peu vers la droite, puis j'ai lâché ma ligne. Donc, il y a une inspiration de 2 secondes avant de dire cette ligne-là. Mais c'est très important de bien se souvenir de ce pourquoi les choses marchent. Mm-hmm. Si on veut les recréer. Oui, parce qu'au fond, une performance, c'est presque une chorégraphie respiratoire, je trouve. Ouais. Tu remarqueras, en show, Ouais. que ce soit dans une pièce ou un show d'humour, quand un numéro est bien rodé, là, Mm-hmm. la plupart de toutes tes inspirations, c'est en même place, puis expiration, même place, puis la ligne, là, il y a 2 secondes, il y a 3 secondes avant le... Mm-hmm. Puis au théâtre, c'est beaucoup comme ça aussi, c'est des chorégraphies. C'est ce que j'appelle des chorégraphies respiratoires. C'est une musique qui se précise, qui se peaufine, puis une fois que tu l'as trouvé, ben, tu veux rester juste. Exactement. Donc, c'est important de s'en rappeler en répète. Mm-hmm. Ça marche pour ça. Complètement. Est-ce que tu trouves que vous avez trouvé cet état de grâce-là, mettons, dans un projet comme les Boys ou... Oui, souvent. Souvent. Ça m'est arrivé des journées comme un espèce d'état de grâce, puis tout était là, en place pour que ça marche. Tu sais, Mm-hmm. ça m'est arrivé aussi au théâtre. Ouais. Après ça, quand t'es pas en état de grâce, c'est du travail. C'est là que le travail rentre C'est ça, et la préparation. C'est du travail. C'est là d'avoir bien, mentalement, d'avoir pris en note pourquoi ça marchait. Mm-hmm. Pour avoir les outils. Ouais. On en a parlé tantôt, tout arrivé du théâtre, où les gens qui te voient sont ceux qui sont dans la salle, donc un nombre de personnes à la fois. Quand tu rentres dans un projet comme les Boys, qui obtient un succès commercial, qui bat des records, tout ça. Je le rappelle parce que peut-être que les plus jeunes ne savent pas ça, mais le film est sorti en décembre 97. Ça a donné. Il est sorti la même fin de semaine que le Titanic. que le Titanic, Ouais. qui était à ce moment-là
le film qui a battu tous les records au monde. Ouais, c'est ça. Puis sauf ici. Exactement, le film était numéro 1 dans le monde, sauf au Québec. Je me souviens que, je pense que c'est Richard Gaudreau ou Marc qui avait raconté ça parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui distribuait le Titanic au Québec, puis il avait dit « What the fuck, Les Boys? Les Boys? » Fait que... Oui, Richard m'avait conté ça à ce micro-ci. Ouais, c'est ça. Le distributeur a dit « What the fuck is Les Boys? » À quoi Richard dit « Je pense que vous avez frappé votre iceberg. » oui. Parce que c'était le seul endroit au monde où Titanic n'était pas numéro 1. C'était au Québec. C'est ça. C'était les Boys. Je l'ai dit dans mon... Les Boys 1. Les Boys 1, évidemment, en 97. Ouais. Je l'ai mentionné dans mon numéro. Mais pour moi, c'est un souvenir. Tu parles des Boys, là. Ouais. David, c'est tellement un souvenir vraiment extraordinaire pour moi. Tu sais, je te mentirais pas. C'est vrai que des fois, tu sais, quand tu fais 5 films puis une série de 82 épisodes, puis... tu sais, je serais malhonnête de dire que des fois, j'étais tanné, tu sais. Ouais. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir fait le tour 1000 fois. Ouais. Mais ça reste au final un souvenir impérissable pour moi. Mm-hmm. Le tournage, puis la complicité qui existait entre nous. Puis si ça a marché très fort, là, je veux dire, là, c'est parce que malgré le fait qu'il y avait beaucoup de gens connus puis talentueux dans cette équipe-là, là, c'était sur ce projet-là, en tout cas, t'as des gens qui n'avaient pas d'égo. C'est-à-dire que si dans une scène, c'est toi qui leadait la scène, puis que il se trouvait que, mettons, le punch de fin n'était pas terrible, mais tout le monde s'y mettait pour te trouver un punch de fin, puis regarde David, tu pourrais faire ça, puis tu pourrais faire ça, puis tu sais, il n'y avait pas d'égo, dire de tirage de couverte, puis c'est ça pourquoi ça a marché, parce que il n'y a jamais personne qui a essayé de tirer la couverte de son bord. La couverte de son bord. Pourquoi tu penses que ça a marché autant auprès du public? Ben, un peu à cause de ça, à cause peut-être du thème, le hockey, mais quoique, moi, je trouve que ça parle de hockey, mais je trouve que c'est pas fondamentalement un film de hockey, c'est un film sur l'amitié, sur le dépassement de soi, sur la passion. La passion, avoir une passion. Il se trouve que dans ce film-là, ces gars-là sont passionnés de hockey. Mais il aurait pu être passionné de curling aussi, tu sais. Puis, il y a une métaphore québécoise aussi dans les Boys. Absolument. Je pense que c'est un prof qui avait dit ça à l'université, dans le cinéma, en tout cas dans l'art au Québec, les Québécois gagnent par le hockey. Tu sais, Maurice Richard. Oui, c'est absolument. C'est le gars, le Canadien français qui tenait tête aux Anglais. Absolument, oui. Les Boys, c'est juste des joueurs de ligue de garage, mais ensemble, ils tiennent. Ouais. C'est un petit peu le parallèle que je faisais dans mon numéro entre les Boys et Titanic. Le budget de Titanic était de 200 millions. Ouais. Celui des Boys était de 3,3. Ouais, c'est ça. Mais David contre Goliath, ils ont quand même gagné. Oui, c'est ça. Parce qu'ils se tenaient ensemble. Parce que aussi, je pense que ça ressemble aux Québécois. Est-ce que ça se peut que ça, on se voit dans les Oui, absolument. Je pense que c'est un commentaire que j'ai entendu souvent. Les gens se reconnaissent au moins dans un de ces personnages-là. Mm-hmm. Les gens disent il y a un Stan, il ressemble à Stan, ou il ressemble à Julien, ou je me suis déjà fait dire vous êtes comme mon mari, tu sais. Il sait-tu? J'ai dit, vous êtes pas chanceux. Je voulais dire que vous partagez votre vie avec Méo. Ouais. Un peu. Ça, c'est un manque de chance, ça. Fait que les gens se reconnaissent toujours dans un des personnages. Mm-hmm. Pas Paul. Oui, Paul. Moi, je le disais à mon numéro, mais moi, je suis un peu un Pauloud au niveau de connaître autant de fun facts. Oui. Inutile. Puis ça a été un dur coup, le décès de Paul. Ouais. C'était soudain parce qu'il se faisait ultimement opérer. Finalement, il est mort sous... la dernière fois que je l'ai vu, il y avait une émission hommage à TVA où ils nous avaient réunis dans un bar, une émission qui était animée par Michel Charette. Oui, pour les 25 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu, mais il y avait quelque chose qui m'avait frappé. C'est qu'il m'avait dit Hey Pierre, j'ai dit, est-ce que tu habites toujours Boisbriand? En tout cas, je ne sais plus trop. Là. Il dit non,
ma femme et moi, on a vendu notre maison, puis on s'est acheté un condo à Montréal. Mais il dit, je regrette un peu. Je savais pas que j'avais le vertige. Parce qu'il s'était acheté un appartement au 6e étage, puis je me souviens que je m'étais passé la réflexion, je me disais, ouais, mais comment un gars de 68 ans peut ne pas savoir qu'il a le vertige? Puis je me disais, je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais c'est seulement quand il est décédé que j'ai compris qu'il y avait eu des problèmes au cerveau. Je pense, je veux pas m'avancer, peut-être que c'est quelque chose de faux, mais je pense que ça relevait du cancer ou d'une tumeur au cerveau. Puis là, j'ai plus compris son affaire de vertige. Je me disais, parce que c'est un gars qui était d'une précision incroyable. Ouais. Ça se pouvait pas que ce gars-là ne sache pas qu'il avait pas le vertige, qu'il avait le vertige. Mm-hmm. Ça se pouvait pas. Donc, peut-être qu'il y avait un lien entre ça. D'après moi, oui, parce que je disais, voyons, Paul, tu as 68 ans. Quand tu as le vertige, on le sait depuis longtemps. Tu sais. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Le film... les Boys 1 sont sortis. Les Boys 2 sont sortis l'année d'après. Oui, l'année d'après, oui, ça n'a pas été long. Puis on avait tourné à Chamonix, puis ça avait été formidable. Mais parle-moi un peu de ça, le tournage en France. Oui, ça avait été extraordinaire. D'abord, c'était très, très plaisant. Beaucoup d'activités parascolaires. Oui, quelles étaient-elles? Il y avait beaucoup de bars, puis... oui. C'était tous ensemble. C'était super. On était tous ensemble, c'était le fun. Puis je me souviens que j'avais eu beaucoup de plaisir à tourner là. Une scène, entre autres, sur la terrasse d'un hôtel à Chamonix, un peu dans la montagne, où les boys étaient réunis, puis que j'avais été convoqué pour les aider à retrouver le voleur qui avait pris le vêtement. Et c'est vraiment beaucoup de plaisir. Là. Je me souviens de cette journée-là parce que j'avais trouvé ça formidable. Puis c'est une journée où il y avait eu plein de trouvailles. Pour mon personnage, là, je veux dire... j'avais commencé à faire évoluer mon personnage en le faisant parler un peu des fois de façon comme s'il avait jamais lu ce mot-là, mais comme il l'avait entendu, comme je disais, Mario, t'as une chance exceptionnelle. Mais je disais pas exceptionnelle, t'as une chance exceptionnelle. Ouais. Mais je disais, ah oui, c'est vrai, il parle de même aussi. Il a jamais lu ces mots-là, mais il les a entendus. Fait que exceptionnel, pour lui, c'est exceptionnel. J'avais commencé à développer un peu cet aspect-là du personnage. Ça me rappelle un peu justement Yvon Deschamps faisait ça à l'époque. Il y avait des mots que les Québécois utilisaient, mettons, qui n'avaient pas de scolarité nécessairement, qui employaient à l'oreille. À l'oreille, donc l'apital. Ah oui, Vietnam. Tu sais, des fois, les gens. Le Vietnam. Exact. Parce que il l'avait pas lu nécessairement. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que ça existait quand même. Puis... c'est ça, mais il y a beaucoup d'expressions qu'on a dans notre accent puis dans notre langue qui, malheureusement, sont un peu le reflet de ça, c'est-à-dire de gens qui, au fond, l'ont pas lu, tu sais. Ont jamais lu ça, mais tu sais. L'ont entendu. Ils l'ont entendu, tu sais. Tantôt, ça me fait penser, je viens de voir dans mes notes, tu parlais de Paul. Tu avais été avec Paul à une émission où Sam Breton. Oui, t'es allé là. Non, mais Sam Breton nous avait clenché toute la gang. Là. Parce que ça faisait quand même 3-4 ans qu'on n'avait pas tourné, puis c'était des questions quiz sur les Moi, je pense que j'avais pu répondre à une seule question. Sam Breton, il avait même réussi à clencher Paul. Ben oui, les deux, lui contre vous deux, puis vous avez battu. Oui. C'était la première fois avec Véronique Cloutier. Oui, c'est ça, oui. Puis il nous avait vraiment clenché, Sam. Et voilà. Ben, vraiment, je me disais, Colin, c'est une encyclopédie. Vraiment? Il pourrait participer à un quiz, tous pour un sur les boys. Mais sachant que tu t'en as aujourd'hui, moi, Sam, il a fait l'école de l'humour avec moi. C'est vrai, ouais. Très bons amis. J'ai dit, Sam, là, je reçois Pierre, là, s'il y a quelque chose que tu veux, demandes, c'est le moment. Et tu as parlé tantôt de Paul et tu as parlé d'absence d'ego entre les gars. Ouais. Et Sam m'a demandé la question suivante. Je l'ai intitulée la question Sam Breton. Il dit, quand on fait des projets professionnels comme ça, souvent, on est très proche pendant le projet, mais quand le projet finit, on a beau se dire, on va se revoir. Souvent, je sais, t'as raison, puis c'est souvent tristant, je veux dire. Exact, ça se reproduit pas. Et lui, ça demande, est-ce que certains des boys sont devenus réellement des amis proches de toi à travers le temps? Ben, écoute, il fait attends une minute, j'essaie de voir. Je dirais que
il m'arrive de téléphoner assez régulièrement à Rock La Fortune, ou qui m'appelle. On s'appelle assez régulièrement. T'as même supposé aller dîner ensemble, mais je sais pas, j'ai eu un contretemps, puis c'est moi qui n'ai pas pu y aller. Mais même si on se voit pas, quand on se revoit, j'ai l'impression qu'on s'est vu la veille. Parce qu'on a tellement passé de temps ensemble, on se connaît tellement, on connaît tellement nos habitudes que c'est comme à l'hommage aux boys à Juste pour rire. Là. Ouais. Je pense que ça faisait, je sais pas, un an et demi qu'on s'était pas vu. Mais instantanément, tout le monde se retrouve, connaît le rythme de l'autre, sa façon d'être, son type de joke. Puis même quand on se retrouve dans une loge à attendre un événement comme ça, c'est un réflexe qui est resté. On n'essaie pas de se voler la vedette. Ah, là, c'est Michel Charette là, qui compte quelque chose, on va pas l'interrompre, on va pas y voler ses gags. Là. C'est son moment. C'est son moment à lui. Puis, mais tout ça pour dire que même dans la vie, on est comme ça. On se respecte. Une chose qui reste beaucoup, c'est le respect. C'est super. C'est ce qui fait, je pense que ça se ressent à travers le truc. D'ailleurs, on parle de l'intronisation au temple de la renommée des boys. Si vous ne l'avez pas vu, il est présentement disponible sur tout.tv. C'est en 2 épisodes. Si on en parle depuis tantôt, il est maintenant sur tout.tv. Moi, je suis au début de l'épisode 1. Moi, je suis dans l'épisode 1. Ah, OK, Donc, OK. je le dis parce que peut-être les gens ne l'ont pas vu. Il faut aller le voir. Ah oui, puis c'est un bon numéro en plus. Merci. D'ailleurs, Super numéro. j'ai croisé Dominique Sillon, qui était le script éditeur. Oui. Et moi, je le savais pas. On me l'a dit parce que moi, je suis pas producteur du show, évidemment. Je suis juste humoriste. Mais je sais que dans les numéros au Gala des Oliviers. Tu vois, tu me l'apprends, je savais pas que Dominique Sillon était script éditeur. Oui, il était script éditeur. Dominique Sillon de Dominique et Martin, pour ceux qui savent. Oui. J'ai appris plus tard, parce que quand tu soumets des numéros aux Oliviers, c'est la boîte de production qui soumet. Oui. Et j'ai appris plus tard que l'équipe de production a soumis mon numéro aux Oliviers pour le Gala 2026. Donc, à ce moment-ci, les nominations, je pense, sortent en 2026, mais au début 2026. Mais je sais qu'ils ont soumis le numéro parce qu'ils étaient contents du numéro. Fait que j'étais comme, tant mieux. Mais je pense que ça le mérite. C'est bien gentil. C'est vraiment, ça le mérite beaucoup, même. Très, très flatteur. Non, mais c'est un numéro super maîtrisé. Puis, je sais que c'est un numéro que tu avais écrit pour l'occasion. Ben oui. Puis, moi qui étais dans la première rangée, puis j'ai l'humble prétention de connaître ça un peu. Là. Alors, après 50 ans de métier. Oui, c'est ça. 51 maintenant. 51. Ah ouais. Je me disais à Colin, on a l'impression que c'est un numéro rodé, super rodé, au quart de tour, puis je sais que c'était la première fois que tu le faisais. C'était très impressionnant. Mais c'est bien gentil. J'ai mis beaucoup d'amour et de temps là-dedans. On n'avait pas la chance de beaucoup roder parce que c'était vraiment dernière minute, là, les galas, tout ça à l'été. Puis aussi, j'étais vraiment content. Puis je lui donne un salut à DLC qui a fait mon magnifique veston. Parce que j'avais un veston sur mesure des Boys qui était jaune avec une patch des Boys. Je me rappelle, oui. Puis quand c'était officiel que j'allais faire le gala, je me suis dit, je sais pas pourquoi j'avais tout de suite, j'ai dit, un veston. C'est un veston des Boys que je veux. Mais là, le monde attend. Mais là, un veston. Un veston des Boys, ça se trouve pas. Non, c'est ça. Puis je dis, non, mais on va le faire. OK, mais là, attends, ils ont-tu un budget pour. Puis là, finalement, j'ai parlé à ma styliste qui a dit, non, je connais une fille, elle va te faire ça, puis ça. Et c'est elle qui l'a fait. Donc, je la remercie, Delcy. Il y a plein de gens dans l'ombre que les gens ne voient pas. Ben, bravo, Delcy, parce que c'était très réussi. Absolument. Je l'ai encore, d'ailleurs, ce magnifique veston-là. C'est elle qui l'a fait. Donc, engagez-la si vous avez besoin de couturière. Tu m'avais aussi dit une affaire, parce qu'on a touché à plusieurs affaires et je me dis, ah oui, ça, je vais t'en parler. Une affaire que tu m'avais dit d'ailleurs en coulisses, je trouvais ça fascinant parce que tout le monde, évidemment, associe indéniablement Méo à la cigarette. Tu m'avais dit en coulisses comment tu avais commencé à fumer dans la vraie vie. Ah, mon Dieu, c'est en même temps. Je sais pas si peut-être que je devrais pas le raconter. Je ne vais pas donner d'idées à d'autres. Mais je me souviens que. Ça en dit plus sur l'époque. Très, 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 très jeune en contact avec les cigarettes parce que mon père fumait beaucoup. Puis je me souviens, j'avais 5-6 ans. Puis on restait en face. À l'époque, on n'appelait pas ça un dépanneur. Il appelait ça comme magasin général. Une petite épicerie. Là. Okay. Puis là, il me donnait une pièce. Puis il me disait, va me chercher un paquet de Touffettes. Touffettes, c'est des cigarettes qui, en opposition aux cigarettes que tu roules, c'est des Touffettes. Donc, des cigarettes toutes faites. Ouais. Puis j'allais chercher, ça coûtait 35 sous. Je me rappelle encore. 35 sous un paquet de cigarettes. Puis là,
il me donnait 30 sous pour ma commission. J'avais l'impression que j'étais très riche. Oui. Puis après ça, ben, des fois, tout le monde fumait à cette époque-là. Puis, tu sais, des messieurs surtout là, qui fumaient sur la rue. Puis là, ils avaient fumé comme la moitié de leur cigarette, puis ils lançaient à la terre. Ben, je me rappelle, j'avais 10 ans. Je les ramassais, puis je fumais les bottes. Ça, c'est une autre époque, c'est drôle. Oui. D'un point de vue d'enfant. Vite, vite! Oui, c'est ça, oui. Puis je trouvais ça bon. Déjà? Ben oui, j'ai toujours trouvé ça bon. Wow! Oui, ben c'est vrai. Je pense qu'en matière de cigarettes, je suis comme quelqu'un qui connaît beaucoup le vin. T'as un fin palais. Un fin palais pour la cigarette. Ouais. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu fumes à travers le temps ou c'est toujours Ah oui, je fume encore malheureusement, oui. C'est-tu la même marque, la même... Non, c'est plus la même marque, okay. mais malheureusement, je fume encore. Est-ce que tu les achètes toutes faites? Oui, des tout faites. J'achète des tout faites, oui. On a parlé tantôt des répliques dont tu fais le plus parler, mais tu m'avais aussi dit, bon, tu te fais parler le plus de ces chiens, mais ce n'est pas nécessairement ta réplique préférée. Non, ma réplique préférée, c'est quand... Je me souviens pas... Dans les Boys 4, je pense, quand l'avion dans lequel prend place Stan et puis voyons, Stan, Gildor, puis un autre personnage, Yvan Ponton, Jean-Charles. Puis là, l'avion s'écrase, puis il prend feu, puis Michel Charette se met à hurler, puis à crier, puis à broyer. Je pense que son père est mort. Oui, c'est ça. Papa, un peu de dignité! Attends, c'est-tu... Ah oui, OK. Non, un peu de dignité, mais ça m'est venu spontanément parce que je trouvais ça drôle que lui, Méo, parle de dignité. Là. Ouais. Un peu de dignité. Là. Attends, peut-être me trompe, mais je pense que tu m'avais dit que Paul Oud... oui, il avait dit, c'est Paul qui avait dit. C'est Paul Oud qui dit, Fern, il dit... Quand l'avion s'est écrasé, au lieu de dire « Stan est dans l'avion », il avait dit « Un si beau Beaver ». Ça, Beaver, c'est la marque de l'avion. Ouais. Un si beau Beaver. C'est à quoi Méo avait dit? Un peu de dignité! Ouais, c'est ça. Dans la bouche de Méo, parler de dignité, c'est un peu... Oui, ironique. Ouais. Les Boys ont été le succès qu'on a connu. Certains auraient pu dire de participer à un Boys dans une carrière, c'est déjà... c'est comme une bague de Super Bowl. C'est-à-dire j'ai touché à une bague de championnat. Ah oui, je suis vraiment chanceux. Mais c'était pas la fin pour toi en termes de succès populaire. C'était même, on pourrait dire, le début parce que le record des Boys a été battu quelques années plus tard par un film duquel tu tenais. Oui, c'est la fin. Exact, oui. 2002. Le record de 8,1 millions de dollars des Boys a été dépassé 1,34. Donc 1 340 000 personnes ont vu Séraphin en salle. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Parle-moi un peu du raz de marée, Séraphin. Écoute, c'est bizarre parce que Rémi qui joue dans le film, qui joue le père Laloche, le père de Donalda, là. Rémi, il joue ce personnage-là. Puis le projet avait été soumis par la maison de production. Et puis, c'est Charles Binamé qui réalisait le film. Puis je pense que Téléfilm Canada et les subventionneurs avaient de grandes réserves. Je me souviens entre autres d'une personne à Téléfilm Canada qui disait « Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'ils traitent les femmes? » Je dis « Oui, mais madame, je dis, rappelez-vous, on est en 1890, on n'est pas en 2002, à l'époque. On n'est pas 100 ans plus tard. Là, fait que il y a toutes sortes d'arguments comme ça. Puis il y a des gens, beaucoup de personnes qui disaient « Ça ne marchera pas ». Mais moi, je me souviens, je ne vais pas me lancer tout l'heure, mais je me disais, ça va marcher très fort. Ça va être un gros succès. Parce que cette histoire-là de Séraphin, c'est plus qu'un film. Ça a d'abord été un roman, ensuite un téléroman. Il y a eu le téléroman avec Jean-Pierre Masson, qui, d'après moi, est le meilleur Séraphin de tous. C'est celui qui a marqué l'imaginaire collectif. À Radio-Canada, Jean-Pierre Masson. Ouais. D'après moi, c'est le meilleur. Parce que compte tenu des conditions dans lesquelles il tournait ça, il tournait ça à 3 Kodak, presque pas de répète. Puis je pense qu'il a réussi à créer un Séraphin très, 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 très bon. Même, moi, quand je l'ai fait, j'ai tout fait pour essayer de me distancer un peu de lui. Comment on fait ça? Comment on se distance d'un personnage? Je
j'avais enfant écouté beaucoup Séraphin avec Jean-Pierre Masson. Mhm. Puis là, je me souvenais beaucoup qu'il se tenait le menton, les deux mains dans le dos. Fait que il n'y a pas un moment dans le film où j'ai les mains dans le dos. Jamais je me suis mis les mains dans le dos. Jamais je me suis tenu le menton. T'es éloigné des tics du personnage. Oui, je me suis éloigné d'à peu près tout ce qu'il a fait. Ouais. Peut-être que c'était pas la chose à faire, mais je considérais que ça serait pas intéressant si je le copiais. 100%. Alors, fait que ça a été un peu mon travail. Puis Charles Binamé m'a bien dirigé dans ce sens-là aussi. Ouais, fait que j'ai été chanceux de faire ça, très chanceux. Je trouve ça intéressant parce que dans une carrière, il y a plein d'affaires qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, puis on n'a pas nécessairement le contrôle Non, sur, pas du tout, sur ouais. tout ça. Je le mentionne parce que tu as participé aux Boys, tu as participé à Séraphin, et Séraphin avait un gros budget, mais un moins gros budget que Les Dangereux, qui était le nouveau film de Richard Goudreau. Oui, c'est ça. Qui a fait ça, Les Les Boys. Dangereux, c'est un épisode aussi, pour des raisons différentes, dont on me parle beaucoup. Ah oui? Puis souvent, beaucoup de chroniqueurs, d'analystes du cinéma qui considèrent ça comme quasiment le pire film de la planète. Là, mais je disais, oui, mais quand même, tu sais, il y a des gens super intéressants qui ont tourné dans ce film-là. Tu sais, puis on n'est pas tous des crétins, là. Non. Donc, tu sais, là, il se trouve que la mayonnaise n'a pas pris. Mhm. Puis, mais c'était plein de promesses, le scénario. Tu sais, Mhm. alors, mais ça n'a pas marché. Bon, ça fait pas de nous des parias, là. Non. Tu sais. Mais c'est pour te dire aussi comment on ne sait jamais non plus, tu sais, dans le Ben, sens c'est que ça, ouais. après les Boys, après Séraphin, Richard Goudreau obtient un gros budget en disant le gars, il a fait des hits tout ça, Ouais. avec les Boys. Ouais. Mais des fois, ça se peut que ça fonctionne pas. C'est tu sais. ça, ouais. Est-ce que des fois, tu te dis, quand ça arrive des épisodes comme ça, est-ce que tu te dis, OK, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que tu es capable d'après de te l'expliquer ou. Je sais pas. Honnêtement, dans ce cas-là, je sais pas. Mhm. J'ai peut-être une réponse, mais ça serait pas gentil. Fait que je J'aime préfère mieux m'abstenir. ça arrive des fois, ça arrive. Ouais. Mais c'est drôle parce que, en tout cas, si c'est pas l'année d'après, c'est pas longtemps après, tu rembarques sur la chaîne parce que tu as participé à Bon Cop, Bad Cop, qui est Oui. un autre des plus grands Oui, succès. mais ça, c'est bizarre, l'aventure de Bon Cop, Ah, Bad Cop, je t'écoute. parce que c'est une vraie aventure. Je sais pas en quelle année ça a été tourné, mais je suis chez moi. Il est à peu près 11 heures le soir, le téléphone sonne. Puis là, c'est Eric Canuel qui réalisait le film. Oui. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais demain? Comme si vous allez boire une bière. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai dit, Eric, non, je pense que j'ai rien demain. Il disait, ben, OK, viens au studio à telle adresse. Tu vas être convoqué à 6 heures, maquillage, costume, tout ça. Puis j'ai dit, parce que là, on est en train de tourner, puis il manque quelque chose dans le film, il manque un lien. Puis il avait écrit quelques lignes, mais c'est juste que je faisais le patron des deux détectives. Ouais. Puis le trait de caractère, c'est qu'il parlait pas anglais. Fait que il parlait très, très mal anglais. Fait que puis il était fâché. Fait que, fait que j'ai tourné ça la journée, puis ça a pris une journée, j'ai tout tourné ça. Puis c'est pas un projet qui m'a rendu très nerveux parce que jusqu'à 11h la veille, je savais pas que je le ferais. Ah, c'est ça. Justement, tu te ramasses dans un des plus gros succès de Oui, l'histoire c'est ça, du ouais, cinéma c'est ça. canadien. Oui, à partir d'un qu'est-ce que tu fais demain? Ouais. Ben, je pense que je tourne avec toi, Eric. Ah oui, ben oui. Feu, Eric Canuel, il est décédé. Oui, il est décédé, Eric, oui. Incroyable. Oui, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, Mhm. qui était vraiment une personne très chaleureuse, puis il était aussi assez rock'n'roll, puis qui aimait ça prendre des risques. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Appeler quelqu'un à pas avoir de comédien la veille, c'est un bon risque, je te dis. Ben oui, mais il dit, je pense à ça, il manque quelque chose, là. Donc, on va organiser ça, là, demain, là. Tu parlais que le personnage était fâché. Avec un rôle comme ça, avec le rôle comme Séraphin, avec le rôle de Méo, est-ce que des fois, tu te dis, OK, les gens m'appellent beaucoup pour des personnages fâchés? Ah, ça a été, oui, c'est arrivé Comment tu gères ça? beaucoup de fois, mais en même temps, je peux pas calculer ça comme ça parce que j'ai été appelé très souvent pour... les gens savent moins parce que c'est au théâtre, puis c'est moins... ça fait publiquement de moins des plus petits succès, là. Mais pour des rôles qui n'avaient rien à voir avec être fâché ou pas. Là. Mhm. Fait que je suis pas... Y a-tu un rôle que t'attends encore qu'on t'appelle pour interpréter? Un type de rôle que t'adorerais Ben faire? ça, je me méfie un peu de ça parce que une fois, ça m'est arrivé au TNM,
j'avais proposé au TNM de jouer Macbeth de Shakespeare. Pas rien. Parce que c'est une pièce que j'aimais. Fait qu'ils disent oui. OK. Fait que là, ils partent la production, tout ils le font. Mais honnêtement, je peux pas dire que j'étais mauvais, mais je pense que j'étais moyen. Puis ça a été comme une leçon pour moi parce que je me suis dit, c'est vrai le vieil adage qui dit qui choisit prend pire des fois. Pourquoi ça a été... Ben parce que d'abord pour plusieurs choses, j'étais pas toujours d'accord avec le point de vue du metteur en scène. Ça a mal à donner. Des bouts de traduction qui étaient par ailleurs excellentes, mais avec lesquels à l'époque j'étais pas d'accord. Mais peut-être que je changerais d'avis maintenant. Mm-hmm. Probablement que je changerais d'avis, oui. Mais toutes sortes d'affaires comme ça. Puis en tout cas, mettons que les planètes étaient mal alignées pour que. Fait que je m'en suis sorti en étant. Je peux pas dire que j'ai eu 90%, mais je me donne entre 68 puis 71. Ouais, faut être juste envers son sens autocritique. Ben, je sais pas, toi, est-ce que tu as ce sens-là? Un peu Ben oui. Des fois, de dire, ouais, à soir, là, j'étais pas. Puis, c'est pas nécessairement relié à la réaction de l'auditoire. Non. Parce que des fois, il y a des gros. L'auditoire réagit beaucoup, mais tu sais que tu aurais pu faire ça au moins 5 fois mieux. Tu sais. Exact. Des fois, tu te dis, je l'avais moins ou je me suis enfargé aussi ça. Et tu vois, hier, je le sais, j'ai un exemple en tête parce que hier, j'avais un spectacle dans une salle que je sais qui est notoirement difficile. Laquelle? Et c'est une petite salle, mais c'est même pas une vraie salle de spectacle. Ça s'appelle le Ministère sur Saint-Laurent, qui est un ancien club, en tout cas une ancienne banque. Ah, je connais pas ça. Et c'est pas une salle de spectacle qui fait beaucoup nécessairement de représentation, mais c'est une genre de salle multifonctionnelle. Puis des fois, il y a des spectacles là. Puis j'ai fait des fois des auditions de gala juste pour rire, des trucs. Et je sais pas si c'est une question peut-être d'acoustique, mais il y a vraiment... Il n'y a pas de rire qui reste là. C'est absorbé. Ah, ça gobe tout. C'est vraiment. Fait que tu n'auras pas de rythme. Il n'y aura pas le ping-pong. Il y a des salles de théâtre qui sont de même. Oui, donc. Où tu n'as pas de retour de son. C'est comme si tout ce que tu disais tombait dans le vide. Exact. Puis dans un show d'humour, c'est, contrairement à ce que quelqu'un pourrait croire, c'est pas un monologue, c'est un dialogue avec les rires. Ben oui, absolument. Donc, si tu n'as pas les rires, tu parles seul. Donc, mais je le savais hier, à un moment donné-là, que c'est comme ça. Donc, j'étais préparé mentalement, pas en me disant sur ça, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de me planter? Je le sais comment ça va s'enligner. Donc, je suis rentré avec l'énergie, avec le plaisir. Et je sais que j'étais bien meilleur que toutes les autres fois où j'avais fait... parce que là, c'était une première partie. J'ouvre pour Louis-José Hood. Fait que je savais que je faisais juste 15 minutes, mais les autres premières parties qu'on a fait au bordel, où c'était bien plus chaleureux, je sais pertinemment que hier, j'étais meilleur. Ouais. Je jouais mieux, je prenais plus mon temps. Ouais. J'étais plus incarné. Même si ça réagissait moins. Peut-être que ça me forçait même à peut-être être meilleur. Donc, c'est pas nécessairement relié, mais oui, il faut Non, c'est pas relié. Il faut savoir se dire si tu as été bon ou pas et pourquoi et comment améliorer. Exactement. Puis moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Souvent, quand tu joues des grands rôles, puis je le dis bien modestement, mais j'ai à peu près juste joué ça au théâtre, des gros rôles. Là. Ah oui, t'as fait Cyrano. Oui, puis mais au théâtre, j'ai fait... beaucoup de grands classiques. Fait que, mais j'ai remarqué que les critiques, les chroniqueurs, les gens disent formidable, il a pu jouer Wojciech. Puis, mais tu sais, je trouve que dans Wojciech, qui est l'histoire d'un gars sur qui on fait des tests, on lui fait manger des haricots pendant des années pour voir comment il va réagir. mais on fait des tests scientifiques sur lui. Je trouve que c'est pas le rôle le plus difficile. Tu sais, parce que t'es dans toutes les scènes, puis de chaque scène, t'as un sentiment différent à donner, puis une situation différente à vivre. Fait que, moi, ma théorie, c'est que il y a des rôles qui sont faussement difficiles, puis qu'il y a des petits rôles qui sont sont pas appréciés à leur juste valeur. Ouais. Tu sais, des petits rôles qui ont des gros coefficients de difficulté. Puis la plupart des grands rôles, je trouve que le coefficient de difficulté est assez mince parce que t'as toutes les cartes dans tes mains pour donner une performance. Alors, si tu réussis pas à donner une performance qui est bonne avec toutes les cartes que tu as en main, ben, tu peux t'interroger. Est-ce que tu en as des entre guillemets, petites performances pour lesquelles tu juges que
tu as été vraiment meilleur que ce que ça a pu peut-être être reçu? Ben, au théâtre, pas vraiment. Ou desquels tu étais vraiment fier, même si c'était des petites performances. Ah, oui, que ce soit au théâtre ou à la télé ou au cinéma. Ouais, ben, des fois, comme dans Les Hauts, j'étais bien content. Les Hauts de Fabien Cloutier. Oui, avec Jean-François Chagnon qui réalise. Oui, Jean-François. Oui, j'ai adoré travailler avec Jean-Françoa. Colin, j'aimerais tellement ça travailler avec lui. un ancien appendice pour ceux qui... Oui, je sais, puis j'ai dit, Colin, j'aurais donné... je serais allé faire une figuration pour eux autres. C'est pas peu dire. Non, mais je serais allé comme un like moi. Oui. Je serais allé faire un gars attablé dans un café. Puis Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, parce que ça, tu peux pas le savoir, mais tu as participé à un truc sur lequel j'ai écrit, mais on ne s'était pas encore rencontrés à l'époque. Moi, j'ai travaillé sur le Gala Québec Cinéma, dans lequel tu as tourné dans le sketch d'ouverture de Jay du Temple. Ah, c'est toi qui l'as écrit? Pas juste moi, avec Jay, avec Guillaume. Ah oui, c'est Jay, moi, qui l'animait. Exact. Puis je suis allé tourner ça. Exactement. Ouais. Puis je viens juste de flasher que dans des projets que tu as faits, puis avec Guillaume Gérard, avec Jay, on avait travaillé là-dessus. Oui, puis, oui. Toi, tu étais dans ce sketch-là. Je me souviens que ce matin-là, j'étais un peu en dehors de mes souliers, mais pour des bonnes raisons. C'est que, tu sais, on en parlait tantôt, des fois c'est difficile personnellement. Je venais tout juste de perdre ma mère. Ça faisait, je pense, 10 jours. Oh mon Dieu. Puis j'étais comme... J'étais comme un peu abattu, tu sais. Mais j'étais allé le faire pareil. Ouais. Mais je me souviens que c'était une journée où je me sentais assez triste. Finalement, ça n'a pas paru, c'est parce que tu étais super bon. Peut-être que ça aide aussi des fois. Mais je me souviens de l'état dans lequel j'étais. Wow. Tu sais, puis des affaires aussi... tu sais, comme En attendant Godot, TNM. Là, c'est la première de presse. Là. On est jeudi. Puis là, la première de presse, c'est à 20h. Puis là, à 6h moins quart, il y a ma soeur qui m'appelle me dire que mon autre soeur est atteinte d'un cancer en phase 4. Puis qu'elle va mourir incessamment. Là, c'est la première de presse, là. Là, j'étais vraiment... J'avais de la peine. Là. Ah, savais-tu que c'était ta première ce soir-là? Non. Elle m'appelait. Là, tu aurais-tu pu m'appeler demain, s'il te plaît? Oui. Peux-tu m'annoncer ça après-demain? Exact. Oui. Mais non, puis quand on a fait la dernière, elle est décédée l'après-midi de la dernière. Wow. Donc, elle a fait toute la run avec moi. La boucle. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des... Les gens s'imaginent pas... je sais que toi, tu peux comprendre, là, mais des fois, ils s'imaginent pas comment ça peut être difficile de monter sur scène là, quand tu vis des affaires de même. Ou mettons ta blonde vient de te laisser ou elle vient de te domper là. Tu sais, là. Tu sais, t'as un show à 8 heures. Là, bonsoir tout le monde! Peux-tu me laisser après-demain parce que je vais faire relâche? Deuxième petite pause de cet épisode pour que je vous parle d'un autre partenaire exceptionnel. Des partenaires exceptionnels! Beehive, oui, vous connaissez probablement Beehive. En ce moment, c'est une... j'en ai parlé quand même plusieurs fois. C'est une boisson sportive québécoise sucrée 100% de sirop d'érable qui contient beaucoup moins de sucre que la marque la plus populaire sur le marché et qui est excessivement goûteuse. Hein? Que ce soit, parce que j'ai lisé devant moi ici, limonade cerise, melon d'eau, raisin, hops, comme ceci, pour ceux qui écoutent à l'audio, je montre une petite bouteille. Et également, fruits de la passion. Plus encore, je vous en parle parce que non seulement je veux que vous soyez hydratés de manière qualitative, mais également que vous le soyez à rabais. C'est pourquoi on vous offre 15% de rabais avec le code DST15. DST15. Puis en le faisant aussi, ça aide le podcast au niveau du financement. Donc, DST15, tant qu'à en acheter, achetez-en à rabais. DST15 sur le site Beehive.ca, donc DST15 au beehive.ca. Oui, la boisson d'un homme exceptionnel, monsieur Max Talbot. Allez, de retour à l'épisode. Y a-tu un rôle ou des rôles que tu juges que c'est peut-être ceux que tu as trouvé le plus difficile à faire dans ta carrière? Encore une fois, toute catégorie. Attends, le plus difficile. Théâtre. C'est des rôles. Mais le plus difficile, les deux plus difficiles physiquement, c'est Les Oranges sont vertes de Claude Gauvreau, TNM toujours. Et puis L'Odyssée que Dominique Champagne avait monté aussi au TNM. De mer. Ouais. Wow. Puis c'était très, très exigeant physiquement. Donc ceux-là, c'était physiquement? Ouais, très exigeant physiquement. En quoi il était quand par exemple, je me souviens de la finale des Oranges sont vertes.
c'était un peu comme une métaphore, là, mais le personnage que je jouais, Ivernig, montait au ciel, puis j'étais tenu juste par un petit anneau assis. Puis là, il y a d'autres mondes qui arrivaient en bas, puis ça durait, en tout cas, au souvenir, j'avais l'impression que ça durait une éternité. Puis là, je me disais, Colin, ils vont-tu les dire? Puis là, on me redescendait au sol pour le salut. Mais je me disais, tabarnouche, je me disais, le nombre de fois, je me suis dit, ah non, je suis plus capable. Là, je vais m'effoirer sur la scène du TNM. Mais, puis dans l'Odyssée, mais c'était, j'avais des bouts, je faisais le cyclope, puis il fallait que je me battais avec du monde, puis il fallait que je les tienne au bout de mes bras, puis continuer à parler, mais tabarnak. Physiquement. Le nombre de fois, je me suis dit, ah non, là, c'est trop assis. Je suis plus capable. Là, je suis plus capable. Y en a-tu qui étaient plus durs mentalement, des rôles? Ah oui. Seigneur, mais... Je vais te rappeler. oui. T'as fait Cyrano, là, je sais que je veux pas dire que je veux pas te donner une réponse. Non, Cyrano, ça a bien été? Ça a bien été, parce que j'ai pas eu le temps de penser. OK. Parce que j'avais pas beaucoup de répétitions, puis... parce que c'est beaucoup de textes à apprendre. Oui, j'apprenais mes textes le soir puis la nuit. Puis le TNM avait engagé une répétitrice pour moi. Elle me suivait partout. Puis je répétais le jour, puis le soir, j'apprenais des textes, puis la nuit aussi. Des fois, je m'endormais, elle me demandait mes textes. Je m'étais endormi, puis elle me poussait, elle était là. Hey, Pierre, réveille-toi. Parce que pour les gens qui n'ont pas nécessairement la référence, c'est considéré un petit peu Cyrano comme le Iron Man du théâtre. Là. Oui, exactement. Parce que c'est énormément... Oui, parce que tu as des combats d'épée. Ça, j'adore ça, faire ça. Des combats d'épée, puis... En plus d'avoir énormément de textes, des longs monologues. Oui, mais des combats d'épée, j'adore ça. Parce que quand j'étais étudiant à l'école de théâtre, on avait des cours d'escrime. Ah oui? Puis je pense, oui. Wow. Ah oui, ben oui, parce que si jamais tu joues dans un classique, tu joues dans un classique, ça se peut très bien qu'on te demande de te battre à l'épée. Mon Dieu, mais c'est-tu encore comme ça à l'école de théâtre? À l'époque, c'était comme ça. En tout cas. Puis, on a été à l'école, c'était quelque chose. Tu sais, maintenant, souvent, je travaille avec des jeunes, puis, tu sais, partout, ils nous installent un microphone, puis, puis je sais pas, je sais que c'est beaucoup de jeunes, c'est répandu, cette mentalité-là. Oh, c'est pas grave, ils vont me mettre un micro, puis, ben moi, je leur réponds toujours, ouais, mais t'as beau être microphoné, c'est une voix de marde, ça va juste amplifier une voix de marde. Là. Non, mais tu sais, le microphone, ça donne pas une belle voix. Là. Non, ça fait juste amplifier. Amplifier ta voix de chenoute ou pas, une voix de chenoute, mais... Donc, travaille ta voix. Ouais, ben c'est ça, mais je me souviens qu'on était dans la salle du Monument National, là, puis qu'on avait un professeur de voix là, qui s'installait au deuxième balcon. Puis là, il fallait jouer des scènes chuchotées. Puis là, on restait sur la scène tant qu'on ne l'avait pas. On fallait dire, comme ça. Puis là, il fallait qu'il entende au deuxième balcon ce qu'on disait. Puis là... faut que tu chuchotes en criant, finalement. Pas en criant, mais en projetant. Du ventre. Oui, en te poussant le diaphragme au maximum. Là. Ouais. Fait que c'est toutes des affaires. Je sais pas si ça s'enseigne encore, je sais pas. Mais nous, c'était comme ça. Comme moi, à un moment donné, en dehors de l'école, j'avais suivi des cours de voix. Puis avec un vieux monsieur russe qui avait les cheveux coupés en brosse, puis qui avait une cigarette vissée ici. Puis j'avais 14 ou 15 ans. Là. Wow. Puis là, c'était des cours de voix, puis de sa main gauche, il jouait sur un piano droit, là, un air. Puis là, nous, il fallait suivre cet air-là, le rythme, puis la respiration du truc. Puis quand je faisais, mettons, une erreur de respiration, là, dans sa main droite, il y avait sa cigarette vissée au coin gauche. Il jouait de la main gauche, puis dans la main droite, il y avait un barreau de chaise. Puis ça, c'est mon téléphone qui sonne. Mais, fait que pour te donner une claque? Oui, puis quand je faisais une erreur de respiration, il me donnait un coup de barreau de chaise dans le ventre. Ben oui. Erreur, respiration, erreur. T'as appris à la bolchevique? Ben oui, puis tu sais, c'est sûr que maintenant, les parents appelleraient la DPJ, mais moi, je trouvais ça normal parce qu'ils faisaient ça avec tous ses étudiants. Ça a-tu marché? Oui, j'ai appris beaucoup de cet homme-là. Maintenant, quand tu respires, tu sais pas pourquoi t'as peur. Non,
Non, j'ai pas peur, mais je sais respirer, par exemple. Oui, c'est ça, ça a marché. Ouais. Ça a très bien marché. Dans la lignée des projets que tu as fait, tu peux dire dans ta vie que tu as travaillé avec le désormais très grand Denis Villeneuve. Ah, mais c'est tellement rien. J'ai travaillé un après-midi avec Denis Villeneuve. Mais quand même, raconte-moi. Mais Parce que c'est un peu drôle là, de savoir quel rôle tu as fait. j'ai fait le rôle c'est parce qu'au début du film, puis à quelques reprises dans le film, on voit un poisson qui fait office de narrateur. Là. Ça, je pense qu'on parle de Maelstrom. Oui, Maelstrom, Ouais. dans Maelstrom, exactement. Puis j'ai fait ça avec lui, puis j'ai eu beaucoup de liberté parce que je pense que lui-même ne savait pas trop quelle voix ça avait, un poisson. Là. Fait que, j'ai fait ça un après-midi avec lui. Puis c'est bête, on m'en parle souvent de ça. Ah ouais? Ben oui, on parle souvent de ça. Ils le remettent en salle, là, Maelstrom. Oui, je sais. Ils le Puis, remettent en salle. on me parle souvent de ce poisson-là. Fait que, C'est drôle. je dis, Ben, c'est quand même drôle parce que dans c'est un après-midi, j'ai fait ça un après-midi. Tu sais. Tu sais, je veux dire, Denis Villeneuve, bon cop, bad cop, des affaires qui ont pris, qui sont arrivées les dernières minutes. Mais... Ouais, puis j'ai fait ça. Puis, mais j'ai eu la chance de travailler avec du monde pas mal formidable. Mhm. Tu sais, au théâtre, j'ai travaillé. Le rôle le plus exigeant, tu me demandais tantôt. Le plus exigeant de tous, tu penses que c'était Novecento. Novecento, c'est un monologue de théâtre, mais c'est une pièce de Alessandro Baricco. Puis, c'est que. Oh, tu vois, c'est mon téléphone. Qui est assis sur une caisse de bois dans la cale d'un bateau, puis qui raconte. C'est compliqué à résumer, là, mais qui raconte beaucoup de choses. Puis ça dure 2 heures. Puis il a fallu que j'apprenne tout ça par cœur. D'apprendre 90 pages de texte tapé serré, là, on m'a dit. C'était un cauchemar. Quand c'est réussi, tu fais wow. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile, par exemple. Je comprends, tabarouette. Est-ce que tu as. C'est comment. C'était avec François Girard. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais j'ai travaillé souvent avec François Girard. Tu as réalisé des films aussi? Non, oui, beaucoup, dont Glenn Gould, puis oui, beaucoup de films. Mais c'est comment de voir des gars comme ça, Gérard, qui ne fait tout ça à l'international, Denis Villeneuve, avec la carrière qui en ce moment, de dire, voyons, c'est le gars là, qui est un petit cul à qui j'ai fait ça, qui devient ça. C'est quand même drôle. Mais Novecento, là, au Katsu, j'ai fait ça au Katsu. Ouais. Puis lui, il avait une méthode très particulière, François Girard. Ma première répétition, je me souviendrai toujours, j'étais convoqué à 10 h le matin. Puis là, je suis arrivé à 10 h le matin, puis tout le décor avait été monté, puis il avait engagé un sub qui disait tout le texte, qui avait le texte dans les mains. Puis tout l'éclairage avait été fait. Il disait, bon, vois-tu, quand tu vas dire ça, l'éclairage va passer comme ça va paner sur toi. Fait que j'ai eu droit à ma première répétition, quand c'est quasiment à voir le show, de quoi ça aurait l'air. Puis là, après ça, on a répété comme 10-11 jours, parce que je suis pas quelqu'un qui aime trop ça, m'étirer dans les répétitions. Puis on a fait ça, puis ça a été un gros succès. T'es supposé faire 5 semaines, je pense qu'on a joué 11 semaines. Mais il faut dire que c'est pas une grande salle. Là. C'est pas... Non, mais quand même, salle légendaire, mythique. Ouais, ben c'est ça. Puis avec Alexis Martin, j'avais fait aussi un show. C'était pas du stand-up, mais il y avait des numéros. C'était écrit par Éric Bogosian. C'était Sex, Drogue et Rock'n'Roll. Puis ça non plus, on n'a pas beaucoup répété, Alexis et moi, parce qu'on se dirigeait mutuellement. Moi, en tout cas, j'étais pas bien bon. Diriger, c'est un grand mot. Là. Je disais à Alexis, c'était meilleur hier, il me semble que tu pourrais être meilleur. Puis lui aussi, il disait, peut-être que ça pourrait être plus rythmé. Puis là, la répétition finissait, puis c'était fini. On t'est rendu là. On était rendu là, puis on n'a pas répété beaucoup. Puis ça aussi, ça a été, à l'époque, un gros succès. On a fait en tournée dans tout le Québec. Parce qu'il faut savoir aussi, pour les gens... mettons, l'humour va rouler 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vendre 100 000, 150 000 billets. Au théâtre, moi, j'ai un ami qui a une expression, il dit un flop au théâtre, c'est 11 semaines, un gros hit, c'est 12 semaines. Parce qu'il ajoute finalement des fois 3 supplémentaires. Fait que quand tu joues longtemps au théâtre... Ouais, mais là, c'était pas le cas. Là. C'est ça, c'est quelque chose. C'était des semaines de supplémentaires, puis de la tournée qu'elle avait avec. Puis, donc ça, c'est... Puis à l'époque, c'était pas très fréquent. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir acheté le décor puis de ne pas avoir acheté la production. Pour faire un peu de pour te rembourser de ta production d'humour. Peut-être, oui, mais c'était vraiment bien. Mais écoute, peut-être que je suis rendu trop vieux, mais il y a bien des shows, là. Je suis obligé de creuser ma mémoire pour me rappeler que j'ai fait ça. Mais je comprends, 50 ans, je me rappelle pas que j'ai mangé un matin, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis obligé de... 50 ans de carrière. Écoute, une affaire, je sais pas si tu vas t'en souvenir, parce que j'ai vu ça, c'est sur YouTube.
Je savais pas, évidemment. Avec Sylvie Tourigny. Non, mais je l'ai vu, ça, au Parlement. Tu as fait un... Avec Carole, c'est ça? Avec Carole, oui. Carole est son prochain. Je faisais du charme à Carole. Ah, voilà. Ouais. Non, celui que j'avais en tête, c'est... parce que c'est... encore une fois, ça fait une vingtaine d'années de ça. Louis-José Hood en avait parlé à Dollar Clip et j'ai nommé Noël Rap. Ah, oui, oui! oui, Noël Rap. Ça, c'était produit par le magazine Gros. Ah, OK, voilà. Oui. Ben, ça, j'allais dire, explique-moi la... C'est un gros party de Noël. Puis, je me rappelle plus ce que la chanson disait. C'est un genre de vidéoclip. Oui, c'est ça. Puis, c'est des gens qui... Tu joues un monsieur qui reçoit Noël. Oui, qui reçoit Noël avec sa femme. Oui. Oui. Puis c'est un peu burlesque, ça. Puis ça, il en avait parlé de Dollar Clip et Louis-José Hood, mais il est disponible sur YouTube. Il y en a qui veulent le voir. Puis si toi, tu veux le revoir, Non, j'y tiens pas. rappelé de ça. Ouais. Il est disponible. Je savais même pas que ça existait. Ah, oui, j'ai fait ça, Colin. Donc, Colin, je me rappelais même plus, tu vois. voilà. Ouais. Pas peut dire. Y a-t-il quelque chose dont t'es... en fait, de quoi t'es le plus fier de ta carrière? Ben, d'abord Pardon? de beaucoup de choses. Tu sais, je participais à des projets super intéressants, puis je me trouve chanceux d'avoir pu jouer tous ces rôles-là. Je trouve que j'ai été chanceux. Je dis chanceux parce que on sait pas à quoi ça tient. Tu sais, pourquoi c'est telle personne qui a tel rôle? Au fond, il y en a sûrement beaucoup qui auraient été aussi bons que moi. Mais pourquoi c'est moi qui l'ai eu? Tu sais, pourquoi c'est telle fille qui a tel rôle, puis pas telle autre, puis pas, tu sais, ça tient à des choses très intangibles. Tu sais, Ouais. c'est de quoi t'as l'air, l'énergie que tu dégages ce matin-là, ou, je sais pas, une rencontre fortuite, ou... Est-ce que tu en parles des fois avec des jeunes comédiens de ça? Tu sais, parce que les gens quand même qui se disent « Ah, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de gagner ma vie avec ça? » Puis c'est parce que c'est tellement intangible, c'est comme essayer de manipuler de l'air, tu sais, c'est comme... ou manipuler de l'énergie. Tu sais, ça m'est arrivé souvent des projets que j'ai faits parce que tel matin, en me promenant sur la rue, en allant prendre un café, j'ai croisé telle personne. Là, cette personne-là me rappelle un mois plus tard parce que je l'avais croisé sur la rue. Puis même, on n'avait pas parlé longtemps, mais peut-être 2 minutes, mais... Puis ça a été aussi simple que ça. Pas parce que j'avais fait quelque chose d'extraordinaire, parce que je l'avais croisé sur la rue. Tu sais, chance. Oui. Timing. Beaucoup de chance, beaucoup de... Puis c'est beaucoup de chance, c'est un mélange de tout, de travail. Puis il faut que tu y crois un peu aussi, tu sais. Mm-hmm. Si tu y crois pas, t'es un peu mal parti. C'est sûr, ça part de toi. Qu'est-ce que après 50 ans de carrière, tu te dis « Ah, ça, j'ai pas encore fait ça, j'aimerais ça faire telle affaire. » J'aimerais beaucoup jouer. J'ai failli. C'est parce que j'ai été retardé par toutes sortes d'affaires, là, mais j'aimerais beaucoup jouer en version française. Je pense que ça s'appelle La Baleine. The Whale. C'est une pièce qui a été jouée à Broadway puis qui est devenue un film. Ouais, Brendan Fraser a gagné un Oscar. C'est ça. J'aimerais beaucoup ça, jouer ça. Ah. Ouais. Ben, on lance ça dans l'univers. Ouais, c'est ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça, jouer ce rôle-là. Je savais pas que c'était, avant d'être un film, c'était une pièce de théâtre. Ouais, c'était une pièce de théâtre à Broadway. Wow. Ouais. Ben, écoute... d'ailleurs, ça paraît un peu quand tu vois le film. Ben, il y a une unité de lieu oui, de temps. c'est ça. On peut pas dire qu'on est transporté d'un décor à l'autre. Ouais. C'est pas mal son appartement. Ouais. Puis, ouais. Je l'ai pas encore vu, mais... c'est bien bon. Apparemment... C'est très, très bon. Puis... je revois des trucs que j'ai pas nécessairement... que j'ai peut-être oublié de te demander à travers mes questions. Pourquoi, parce qu'on a parlé tantôt du succès que Séraphin, pourquoi ça a été un si gros succès? Parce que, pour toutes sortes de raisons. Parce que je l'avais pas vu à l'époque. Parce que Séraphin, tu sais, d'abord, ça date... le roman a publié en 1933, je pense. Ouf. Ensuite, c'est devenu une émission de radio qui jouait tous les jours, tous les midis à Radio-Canada. Ensuite, c'est devenu un téléroman. Incroyable. Entre les deux, il y a eu un film. Puis c'était une série extrêmement populaire. C'est comme un phénomène de société. Mais vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, c'est quand même... Je l'ai déjà dit, là, mais c'est quand même... tu sais, Séraphin, au départ, c'est un prénom, tu sais. Fait que c'est devenu une expression populaire. T'es bien Séraphin. Ouais. Fais pas ton Séraphin. Fait que... Ouais.
C'était comme un phénomène de société. Puis à la base, c'est québécois? C'est une création québécoise? Ben oui, c'est... ça? Colin. J'ai une copie, une copie autographiée de lui. De l'auteur? De l'auteur, oui, Colin. Un blanc. Mais Ça, c'est un trou de mémoire inacceptable. Je vais le vérifier pendant que tu... Oui, va le vérifier donc, voir. Fait que ça pour dire, c'est quelque chose qui est vraiment d'origine québécoise. Oui, c'est vraiment... je pense que... En tout cas, pour les gens de mon âge, il n'y a personne qui connaît... Claude-Henri Gagnon. Claude-Henri Grignon. Ben oui, Colin. Grignon, pardon, oui. Grignon, Claude-Henri Grignon. Puis, c'est ça, c'était... puis le téléroman de Radio-Canada, il y avait une voix là, qui annonçait ça. Là. C'est un texte de Claude-Henri Grignon. Oui. les voix radio-canadiennes de l'époque. Oui. Fait que... puis quand j'étais enfant, j'écoutais ça. J'étais loin de me douter que je le ferais un jour. Oui. Mais... après 50 ans de carrière, là, en terminant, qu'est-ce que je te souhaite à ce stade-ci? Ces temps-ci, ce que j'aime beaucoup faire, j'en ai fait pas mal dans ma carrière, là, des shows de poésie. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que la poésie, c'est l'art de dire des choses formidables en étant très succinct. Ouais. La concision. Oui, exactement. C'est la bonne poésie pour moi. C'est une phrase extraordinaire, mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Puis comme les grands films d'ailleurs, comme Taxi Driver, puis des films qui parlent de l'Amérique. Mais si tu vois ça juste de façon primaire, tu vois l'histoire d'un chauffeur de taxi, puis c'est au-delà de ça. Là, Mais... Et est-ce qu'il y a des lignes, parce qu'en plus, tu es un comédien, fait que tu as une mémoire de comédien, il y a des lignes de poésie qui sont toujours dans ça? Oui. Puis j'ai eu la chance d'avoir pour moi, c'est le plus grand, là, Gaston Miron. Je l'ai eu comme professeur pendant 3 ans à l'École nationale. C'est lui qui nous enseignait la poésie. C'était comment avoir Gaston Miron comme professeur? C'est très impressionnant, parce que c'était déjà quelqu'un de très connu, c'était déjà comme un monstre sacré. Là. Puis moi, j'avais 16 ans. Puis je me souviens que j'avais pris son livre. Puis j'ai dit « Hey, Monsieur Miron. » Alors, il m'avait demandé de l'appeler Gaston. Il dit « Gaston, vous rendez compte, à l'arrière de votre livre, il y a au moins une 20aine de personnes qui ont écrit des thèses sur votre œuvre. Vous en rendez compte? » Oui, mais il fallait que je trouve des beaux mots pour quelqu'un que j'aime. Je pense peut-être que t'es trop jeune pour comprendre ça. Fait que, tu sais, c'était... Puis ça m'a un peu démystifié aussi ce que c'était un poète, parce que moi, quand j'avais 16 ans, un poète, ça se promenait avec un béret et un pain français. Oui. Mais lui, il arrivait toujours avec son gros Pepsi, ses 2 cheeseburgers. Puis c'était vraiment un professeur extraordinaire. Puis j'ai lu pendant 3 ans. C'est quoi tes poèmes préférés de Gaston Miron? Peut-être La marche à l'amour, parce que je trouve que c'est celui qui dure le plus. Il y a eu beaucoup de poèmes politiques. Son œuvre, c'est comme en 2 temps. Des poèmes d'amour, puis des poèmes d'ordre plus politique. Puis La marche à l'amour, je me souviens pas de tout, mais le début, là, tu as les yeux pères des champs de rosée, tu as des yeux d'aventure et dans les lumières. La douceur du fond des brises. La douceur du fond des brises. Mon Dieu. Mais c'est tellement beau, là. Oui. Moi qui suis charpente et beaucoup de fardoche, moi, je fonce à vive allure et entêté d'avenir, la tête en bas comme un bison dans son avenir. Wow. Je vis un moment, Pierre. mais c'est plate parce que je me souviens pas de tout. Mais quand même. Ouais. C'est quelque chose. Puis toi, t'en écris, je pense, de la poésie. Oui, un petit peu, mais je laisse ça dans mes tiroirs. Ah oui? Oui. Un jour, quand je vais être mort, là, si quelqu'un prend la peine de fouiller, c'est dans un des tiroirs de mon bureau. Mais je ne montre jamais ça à personne. Parce que, écoute, il y a tellement à travers le monde, puis à travers l'histoire du monde, des grands poètes. Moi, je suis juste un humble scribouilleur. Les gens me demandent, est-ce que tu écris? Oui, j'ai écrit, mais j'ai écrit des sketchs, j'ai écrit des jokes. Je peux pas dire que je suis un écrivain. J'étais un humble scripteur. Je peux pas dire que j'ai écrit des œuvres. Est-ce que tu aimerais ça que ça soit publié posthume? Peut-être. Ils verront. Ils feront ce qu'ils voudront avec.
C'est qui qui va trouver ça? Ah, ma famille va Ah oui, trouver c'est ça. ça. T'as-tu des enfants, toi? Oui et non. Ah, OK. Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est le début d'un autre podcast. Non. Oui et non. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'ai sorti 13 ans avec la même fille. Ah. Puis quand je l'ai rencontrée, elle avait une petite fille qui avait 1 an et demi. Et puis, évidemment, elle était à la maison, donc j'étais comme un peu un papa. Mhm. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, là, mais Ouais. c'est T'en moi, as élevé. c'est moi qui lui disais de faire le ménage de sa chambre. Ouais, c'est ça. Tu l'as élevé, en tout cas, en partie. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qui fait en sorte que je suis plus avec sa mère, mais on se revoit toujours, tu sais. C'est ça. Ouais. Donc, par la bande, tu as Ouais, connu c'est un peu. ouais, c'est ça. C'est pour ça que je réponds oui et non. Je comprends. Ben écoute, Pierre, y a-t-il quelque chose, mon Dieu, je sais pas s'il y a quelque chose dont on n'a Mais pas il y parlé. a tellement de choses dont on pourrait parler. On pourrait souhaiter à tout le monde de la détermination, puis de croire en ses rêves, puis de travailler fort pour qu'ils se réalisent. Oui, je pense que... Ça, c'est pas quand le podcast va passer. Mais s'il passe, mettons, le 2 janvier, Oui, ça va être d'adon de dire ça. Mettons que c'est bon pour les résolutions du nouvel an. Oui, c'est ça, mais je le souhaite parce que j'y crois vraiment. Je pense que les gens sont capables de beaucoup de choses, mais souvent sont ralentis ou arrêtés par des gens qui essaient de mettre un terme à ça. Surtout quand c'est des gens doués. Moi, je devrais pas dire ça, c'est un statement un peu politique, mais je trouve que le départ de Patrick Roy avec le Canadien, je trouvais que ça, c'était assez emblématique de la société québécoise. Parce que d'une part, tu avais Mario Tremblay, qui était l'entraîneur, qui est sûrement une personne formidablement humaine et gentille, mais c'était pas un génie, un grand talent comme Patrick Roy. Puis c'est malgré tout, c'est Mario Tremblay qui est resté, puis c'est Patrick Roy qui est parti. Pour un bref moment, parce que ultimement, Mario... Oui, mais il est parti après, mais je veux dire, sur le coup, c'est Patrick Roy qui est parti. Puis je trouve ça un peu emblématique de la société québécoise, c'est-à-dire que on va toujours valoriser le bon travailleur au profit de quelqu'un qui dépasse d'une tête un peu. Je pensais que tu allais faire le lien avec le fait que l'échange est survenu dans les mêmes eaux que le référendum. À peu près aussi. Non, mais ça m'a toujours... Je trouvais ça... Quand c'est arrivé, je me suis dit, ça, c'est emblématique un peu de la société québécoise. Tu sais, parce que pour moi, Patrick Roy, il dépassait d'une tête tous les joueurs qu'il y avait là, même les entraîneurs. Puis, mais c'est lui qui était obligé de partir, tu comprends? Parce qu'il prenait trop de place ou je sais pas. Non, parce que les gens ils ont dit c'est une diva. Mais quand tu as un talent exceptionnel comme celui de Patrick Roy, je sais que c'est pas correct, là, ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a des talents qui peuvent se permettre certains écarts de conduite. C'est sûr que si t'es pas doué puis que c'était une grosse diva, ça marche pas trop. Ça va être plus dur. Non, mais tu sais, mais quand t'es Patrick Roy, c'était Patrick Roy. Ouais. Tu sais, puis il est resté dans les filets pour 8 ou 9 buts, je pense. Ouais, contre les Red Wings. Ouais, exactement. Alors, je me disais, mais tu fais pas ça à Patrick Roy, tu sais. Tu t'en souviens de ça? Très, très bien. Ça a été après ça le début d'une période très noire pour le Canada. Période très, très, très noire. L'après Patrick Roy. Mon enfance, je m'en souviens très bien. Oui. Les marqueurs notre meilleur marqueur qui n'avait pas 50 points, c'était très difficile. Ouais. Parle-moi un peu de ton rapport au hockey en général. Pas juste le hockey. C'est un peu mon rapport au sport. Je trouve beaucoup de similitudes avec le métier qu'on exerce. Je trouve qu'on est aussi, comment je dirais, susceptible de connaître des périodes où on compte pas, des périodes où on n'est pas inspiré, des périodes où je trouve qu'on traverse les mêmes difficultés, sauf peut-être, on s'en parlait un peu avant l'enregistrement, mais que nous, on n'a pas la chance de pouvoir être surveillé, de pouvoir être analysé soir par soir. Puis si c'était possible, ce serait formidable parce que dans un spectacle, ça évolue tellement entre la première puis la dernière au bout de 110 fois. Puis des fois, c'est quasiment plus le même spectacle tellement ça a évolué. Oui, exact. C'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser, mais je
je vais mettre, parce qu'on en parlait juste avant de commencer, mais je te mettrai des billets pour ma dernière. Oui, c'est parce ça. que ce sera ma dernière. Ça va être ta dernière. Je vais être, au Club Soda. Ouais, je vais être content d'assister à ça. Très, Exact. très heureux. Le 8 avril, parce qu'on en parlait juste avant, puis Pierre me Ouais. disait, puis j'ai dit, Alors, c'est un rendez-vous le 8 avril au Club Soda. Je vais y être. Vous pouvez voir moi et Pierre la même soirée. Oui, on va être là. Oui. Des deux côtés. Alors, je vais être assis dans la rangée E, siège 11. Fait que si ça vous tente de prendre un petit café avec moi après. Je vous rappelle, son nom, c'est Pierre et pas Méo. Juste au cas où il y en a c'est ça, pas ouais. mélangé. Ouais. Merci Pierre, ça a été un plaisir. Ça a été un immense plaisir de discuter avec toi. Puis, on est dans une période de souhait. Là. Je te souhaite la plus brillante des carrières. Merci. Puis je pense que tu as tout ce qu'il faut pour faire ça. Merci, ça me touche beaucoup Pierre, puis merci à toi pour 50 ans déjà, 51. Oui, Le c'est métier. ça, oui. Puis je suis ici là, dans ton bureau. Là. Oui. Puis je trouve ça très inspirant d'être ici. Ben merci, ça me touche. Je trouve ça inspirant d'être ici avec toi. Merci pour 51 ans de rôle, de réplique marquante. Je pense que s'il y a une chose que tu peux être convaincu, c'est que les gens vont se souvenir de toi au Québec. Donc, Ben je sais pas. Ça, je sais pas. Des fois, je me dis... je le confirme. Oui, je sais pas, parce que on peut pas présumer de ce que les gens vont... de ce dont les gens vont se rappeler, on peut pas. Non, on ne contrôle pas ça, mais d'un point de vue extérieur, je peux te dire que merci de ce que tu as apporté. C'est ça. Merci Pierre. Salut, bye. À bientôt. Merci. Puis si on est avant Noël, joyeux Noël. Oui, puis si on est après, bon 2026. Oui, si on est après, bonne année. C'est ça. Et voilà, c'était le seul, l'unique, le grand monsieur Pierre Lebeau. Merci énormément d'être passé au podcast. Pierre, ça a été un réel honneur de te recevoir. Donc, merci. Ça me touche profondément. J'aimerais remercier également toute l'équipe de Dressel Tape qui vous apporte ce podcast, qui vous rend ce podcast à chaque semaine. Et j'ai nommé M. Jordan Chouanière qui voit ces images avant vous car elle est monteur. Également qui s'occupe du mix audio. Il y a M. Mathieu Blanchet qui s'occupe, loufoque, mais également des réseaux sociaux de Dressel Tape. Fred Levac qui a créé le jingle de Dressel Tape que vous reconnaissez. Amélia McGuire Saint-Onge au booking et M. Producer Tom aux petites fesses polonaises qui aident à coproduire ce podcast. J'ai oublié de parler en introduction, mais je vous rappelle que les loufoques, tout le monde appelle ça les loufoques, même si ça s'appelle À la poursuite du rêve glacé, est maintenant disponible au grand public. Oui, ça commence à apparaître sur Nouveau, ça joue après Big Brother. Les 2 premiers épisodes au moment d'enregistrer ceci, début mi-janvier, sont déjà disponibles. Donc, allez voir sur le site de Nouveau. Il y a sûrement, par le temps que ceci sorte, 4-5 épisodes sur 6 de sortie de la série À la poursuite du rêve glacé, dans laquelle, avec mes copains humoristes, on part à la conquête de la coupe du tournoi de Niagara Falls. Et évidemment, il y a des embûches. Les amis, passez une magnifique semaine et surtout, rendez-vous au davidbocage.ca. Prendre vos billets pour le spectacle. On se voit bientôt en salle. Merci d'être à l'écoute. Allez, à bientôt. Bye bye now!